ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. L'épisode que vous allez visionner a été enregistré en début janvier 2026. Depuis, les choses ont pas mal évolué pour notre invitée Lara Ghost, qui a arrêté son activité d'accompagnement littéraire et s'est consacrée plus entièrement au développement de sa maison d'édition. L'entretien que nous avons mené reste néanmoins tout à fait pertinent et intéressant. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Catherine, aujourd'hui, c'est un épisode interview. Nos auditeurs, et enfin plus précisément ceux qui nous voient par vidéo sur YouTube ou Spotify vidéo, voient qu'on a déjà notre invité en ligne dans la fenêtre. Et c'est une première, parce qu'on n'avait jamais fait d'épisode à distance. Donc on est tout excités. Exactement, et on est très intéressés de te recevoir. Bienvenue Lara Ghost. Est-ce que je prononce bien ton nom ? Ghost, c'est mieux. Ghost, c'est mieux, voilà. J'aurais dû demander ça avant, effectivement. Bienvenue Lara Ghost sur le podcast. On est ravis de t'accueillir. On a une grosse quantité de questions. On va pouvoir bien discuter. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Lara Ghost. C'est un pseudonyme, mais en fait, j'utilise ce pseudonyme pour mon entreprise de freelance où je fais de l'accompagnement éditorial. Donc, j'aide des écrivains qui veulent soit aller vers l'auto-édition, soit avoir toutes les chances de leur côté pour envoyer leur manuscrit en édition, avoir le texte le plus propre possible. Donc, je m'occupe d'analyser leur manuscrit pour tout l'aspect stylistique, également aussi la cohérence, des fois la construction, s'il y a par exemple un déséquilibre au niveau des premiers chapitres, s'ils devraient commencer leur histoire plus tard. En fait, tous les aspects qui peuvent pêcher dans leur livre, je peux leur faire soit un dossier complet, ou soit je travaille directement via des commentaires sur leur manuscrit. Ok, très bien. Ton parcours pour arriver jusque-là, c'est une entreprise que tu as lancée ? Oui, basée voilà, en France, c'est ça. C'est juste ? C'est l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu fais cette activité ? 1 an. D'accord. Ah oui, c'est assez tout neuf. Mais avant, tu faisais quand même, tu étais déjà dans le milieu littéraire de manière un peu moins officielle, c'est juste ? J'ai toujours été dedans, disons que je faisais des chroniques, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Oui, tout à fait. C'est pendant la période Covid où j'étais très active sur Instagram, où je faisais beaucoup de chroniques, je recevais des SP. Puis j'ai toujours été dans la littérature parce que j'ai appris à lire très très jeune. Et j'ai fait un bac littéraire. J'ai écrit aussi très très jeune. Puis j'avais l'habitude d'avoir pas mal de contacts parmi les auteurs où déjà je faisais ce travail d'accompagnement mais gratuitement pour mes amis. D'accord, donc quand tu as commencé, donc si on revient un petit peu en arrière avec l'historique de la chose, ça s'est fait finalement assez naturellement où tu as commencé. Comment est-ce que tu appréhendes un texte et comment est-ce que tu t'es découvert finalement ce talent un petit peu de lectrice, puis d'écrivaine, puis tu t'es mis à avoir un peu une analyse critique. Comment est-ce que ça s'est fait ? Oui, parce qu'il y a une espèce de grand écart entre je lis, voire j'écris, et j'aide les autres à écrire ou j'aide les autres à améliorer leur texte. Donc le passage là, il s'est passé comment ? En fait, le problème, c'est que pour moi, c'est assez naturel. Il y avait Bernard Werber qui disait que pour être écrivain, pour réussir, il fallait 3 choses. Il fallait le talent, il fallait le travail et la chance, mais que 2 suffisaient. Et moi, je suis née avec des facilités, en fait, vraiment, dans tout ce qui est littérature et analyse en règle générale. Ça se fait super naturellement pour moi d'analyser quelque chose. Je repère les schémas très facilement, on va dire. Donc, en fait, c'était juste toutes les personnes qui écrivaient dans mon entourage qui m'envoyaient leurs textes et qui me demandaient de l'aide, en fait, depuis que j'étais adolescente. D'accord. J'écrivais les courriers pour ma mère, je faisais tout ce qui était documents, c'était moi qui m'en occupais au final.
Quand tu dis que ça vient naturellement, j'ai un blanc devant les yeux, j'ai du mal à voir ce que tu veux dire par là, ça t'apparaît dans le cerveau. Au moment où tu lis le texte, tu te dis erreur de structure, le personnage là il aurait mieux fait d'arriver avant. Comment ça se passe? Par exemple, un de mes auteurs préférés, c'est Pierre Bottero. Et Pierre Bottero, il disait souvent que en fait, les mots, ça doit couler. C'est une musique, en fait. Et même sans lire à voix haute, moi, je suis vocaliste quand je lis. C'est que j'entends le rythme, en fait, des phrases et je vois quand il y a quelque chose qui va pas. Ça me le fait tout de suite. Et après, avec le travail, j'ai appris les techniques d'écriture. Et du coup, je suis capable de mettre des mots dessus et de savoir, ça, c'est un problème de chose d'un tel. Ça, il a mis trop d'adverbes. Ça, il a la construction de phrase, elle est trop similaire. Faut qu'il varie dans les constructions. Mais de base, je vois ça, en fait, par rapport à la musique du texte. Intéressant parce que ça parle à Catherine, ça. Ah oui, alors complètement. Moi, la musique du texte, c'est sûr que ça me parle. Mais après, donc tu disais, tu as appris aussi toutes les techniques narratives et les différentes formes. Tu parlais du show dans tel, etc. Comment est-ce que tu as appris de quelle manière? C'était une formation? C'était en autodidacte? Dis-nous un petit peu. C'était en pur autodidacte. En fait, j'avais besoin c'est facile d'analyser, de voir que quelque chose va pas. Mais après, il faut être capable de l'expliquer à l'auteur. Donc, il y a tout cet aspect pédagogique, donc il faut avoir les bons termes. Et du coup, en fait, j'ai lu à peu près tous les ouvrages de référence, soit l'anatomie du scénario de Truby, il y avait les personnages et points de vue de Scott Card, il y a tous les ouvrages de référence, il y a Roxane Dang qui a écrit des livres aussi sur comment devenir une bêta lectrice. Il y a le Thésaurus des émotions, il y a énormément d'ouvrages de référence. Même si mais je plutôt trouve pas anglo-saxon, forcément... justement. En fait, je trouve que les ouvrages de référence, déjà, il y en a peu de traduits en français. Et souvent, je les trouve un petit peu ardus, un petit peu trop... ça manque de fluidité pour des livres qui sont censés apprendre à écrire. En final, ils sont pas terriblement intéressants. Ils sont très techniques, oui. Ils sont très techniques et des fois un peu prétentieux. Donc du coup, je préfère aussi le contenu un petit peu plus vidéo. Et en fait, je suis un petit peu tous les auteurs, influenceurs anglo-saxons qui sont plus avancés que les Français à tout ce qui est technique littéraire. On va pas se mentir, en France, on n'a pas autant de formations littéraires qu'aux États-Unis, où les ateliers d'écriture sont très courants, où il y a dans les universités, il y a des cours vraiment pour l'écriture créative, il y a des choses qui sont faites que nous, on n'a pas en fait. Donc, c'est quelque chose, tu serais allé t'inscrire sur un truc comme ça, quoi. Si ça existait en France, si j'avais su que c'était possible, j'aurais fait ça direct. Ok. Donc, tu as suivi un petit peu des formations. Enfin, tu parles anglais, j'imagine? Je parlais moyen, mais comprendre bien. D'accord, donc est-ce que tu as un niveau en anglais suffisant pour avoir suivi des formations en anglais directement, par exemple sur Internet ou Je peux, oui, si j'en trouve qui me plaît, je peux les suivre en anglais sans souci. Ouais. D'accord. Et puis donc avec ce bagage-là, c'est quand même... Qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Parce que certes, t'as tes amis qui te disent tiens, qu'est-ce que tu penses de ce texte, etc. Mais entre faire un rendu, je dirais un petit peu global à une copine et lui dire ce que t'as pensé de son texte, cette personne que tu connais, et offrir tes services à des écrivains inconnus et en faire en somme un métier, il y a quand même un gap, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que je pense que ça doit être quand même assez difficile, ne serait-ce aussi que dans la relation. Tu parlais tout à l'heure de la manière pédagogique d'expliquer les choses à l'auteur et de lui expliquer où sont les erreurs. Et je pense que c'est assez ingrat quelquefois, c'est pas toujours facile. Donc tu te mets dans une situation quand même... qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Oui, c'est dur, je pense. C'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, ça va être en grosse partie grâce à TikTok, parce que TikTok, c'était une plateforme, quand je me suis mis au début, où c'est vraiment quelque chose qui pousse à l'entrepreneuriat, où il y a plein de gens qui se lancent dans des métiers qui, soit ils inventent, parce qu'ils sont pas communs, comme la bêta lecture, qui ont pas forcément toujours de bagages ou d'expérience, et qui vont comme ça en faisant des vidéos, et ils trouvent du monde. Mais surtout, c'était aussi par rapport d'un point de vue personnel, c'est que je travaille dans des métiers alimentaires depuis des années, que j'ai des soucis de santé, que mentalement ça me plaît pas, que j'en pouvais plus, et que l'idée de passer toute ma vie dans ce genre de boulot, ça me déprimait en fait, et que j'avais besoin de trouver une solution à tout prix.
Et comment moi j'ai grandi dans l'idée que si je fais pas des diplômes bac plus je sais pas combien, je peux pas travailler dans un milieu artistique en fait. Et comme moi je suis c'est pas très diplômée, français ça, c'est ça. Il faut un diplôme pour avoir occupé un poste. On comprend Et moins ça ici en justement, Suisse. Ouais, puis Et diplôme justement, qui n'existe pas en plus, En parce plus, que le diplôme je veux n'existe pas. dire, donc c'est qu'on dit fait bac plus 5, mais bac plus 5 de quoi? Parce que toutes ces carrières-là, elles sont quand même pas tellement... c'est enfin, fermé. Oui, c'est assez fermé, c'est ça. Et puis il n'y a pas des formations comme il peut y avoir aux États-Unis où c'est vraiment tu peux apprendre le métier d'écrivain ou apprendre le métier d'éditrice ou enfin éditeur, je crois qu'il y a maintenant. Il y a En des Suisse, formations. Il y a des formations en France je- pour l'édition, mais c'est assez fermé. C'est des écoles qui sont pas faciles d'accès. Il faut avoir des contacts. Ça c'est pas souvent c'est payant. Puis mais oui, la différence, en fait, c'est que du coup, j'ai découvert TikTok et j'ai découvert TikTok qui était plein de possibilités pour les gens qui veulent se lancer dans n'importe quoi. Ils vendent des services d'accompagnement psychologique, des choses, ils vendent de tout, en fait, sur TikTok. Mais tu crois que c'est lié à la plateforme TikTok ou c'est juste que tu as trouvé la niche qui te correspond dans TikTok, mais peut-être qu'elle existe dans sur d'autres réseaux? Je pense que TikTok majoritairement est quelque chose qui favorise beaucoup l'entrepreneuriat parce que c'est quand même quelque chose qui est majoritairement américain à la base. Et c'est vrai que les Américains, ils ont l'habitude de créer leurs propres emplois. Et du coup, les Français qui sont sur TikTok, ils suivent un petit peu plus le mouvement et ils osent un petit peu plus de vendre leur création artistique, de vendre leurs services. Il y a énormément de métiers qui n'existent pas, qu'on peut trouver sur TikTok et que ça marche au final. Donc, je me suis lancée vraiment au hasard. J'ai commencé à proposer les dossiers à 100 €, qui est un prix très très bas en bêta lecture. Je faisais pas de limite ni quoi que ce soit. Et j'ai vu comme ça que j'avais de la clientèle et que mes clients ils étaient contents. Et du coup, j'ai pu développer un petit peu plus en proposant des choses un peu plus élaborées après. Alors on nuance aussi un petit peu, c'est-à-dire que ce que tu nous expliquais en off, c'est que à l'époque où tu t'es lancé, donc c'était à peu près au moment du Covid, c'est juste autour de 2020. Non, ça fait 1 an que je suis lancée. Oui, mais je veux dire avant, enfin que tu es lancé. Et là, tu parles de TikTok et parce de. que Ouais. tu disais que TikTok. Tu dis TikTok On a un chat devant la caméra. Voilà, il fait sa Encore star, ton chat. Non, mais c'est pas grave. Bon, si vous entendez des toc 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 pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, voilà, il y a un chat dans les bras de Lara qui a envie de faire sa star et qui donc toque dans son micro. Mais ce n'est pas grave. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, que TikTok maintenant et TikTok il y a quelques années, tu disais que c'était quand même C'est pas la même chose. petit peu différent. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait peut-être pas que les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être inspirées par ton parcours, ce qu'on comprend fort bien, se disent que c'est aussi facile aujourd'hui d'arriver sur TikTok et de monter son entreprise et sa clientèle, ou c'est encore possible. Ah si, pour Ou le est-ce coup, parce encore que possible pour l'interrogation. littéralement, le compte de bêta lecture, quand j'ai commencé mes services de bêta lecture, c'est à peu près, j'ai créé le compte en fait associé au final, et c'est il y a 1 an littéralement que j'ai commencé les réseaux sociaux d'accord. autour de la Bon, alors bêta lecture. autant pour moi, j'avais pas compris. Pardon. Et ça, c'est C'est intéressant. vraiment, Oui, vas-y. ça fait vraiment 1 an en fait que j'ai débuté, et même s'il y a moins de visibilité sur les comptes créateurs, après la visibilité, c'est les vues, c'est pas ce qui fait en fait la réussite, c'est vraiment d'avoir le bon public. Donc même si on a 300 followers, si ces 300 followers sont des auteurs qui nous suivent avec intérêt et qui ont envie de travailler avec nous, ça suffit d'avoir une clientèle. Donc faut te trouver ta niche en fait, c'est ça l'idée. En fait, c'est ça, c'est d'être actif, de se faire des premières missions, d'avoir un bon retour, et quand on gagne en expérience, qu'on se fait des contacts, au final, petit à petit, ça se multiplie, quoi. J'avais une question justement par rapport à ça. Donc si je comprends bien, vu que tu as trouvé des ressources pour apprendre et pour avoir les idées de créer ton entreprise sur TikTok, c'était avec un autre compte, puis tu as créé un nouveau compte pour ton activité d'accompagnatrice éditoriale. C'est juste En ça? fait, j'avais mon compte personnel où je traînais, où j'avais pas forcément, je publiais pas de vidéos en fait, comme tout le monde, je regardais les vidéos Tu de consommais, sport, ouais. de cuisine, etc. De chat. De chats, les avis littéraires. Et quand j'ai décidé de me lancer, j'ai fait une vidéo du coup sur la bêta lecture. J'ai un peu supprimé tous mes abonnements qui étaient pas en rapport trop avec la littérature pour cibler plus mon compte, et puis c'est tout quoi. D'accord, donc c'est le même compte. En fait, ma C'est le même question. compte.
Oui. C'est le même compte. C'est le même compte, j'ai juste rajouté la photo, la description et essayer parce que je trouvais d'orienter plus mes abonnements. Je trouvais ça curieux parce que TikTok, c'est aussi il y a un côté réseautage, donc tu dois traîner dans un milieu pour que les gens te trouvent finalement par rapport à ta niche. Donc si tu effaces tout ça en créant un nouveau compte, tu perds ce côté-là. Donc ça m'étonnait que tu aies un nouveau compte. Donc ce que tu as fait en fait, c'est que tu as effacé les contenus qui étaient pas pertinents pour ta nouvelle activité, mais tu as gardé le même compte. Donc J'avais pas de contenu en fait. J'avais pas de contenu, c'était vraiment le compte personnel où je regardais des vidéos de sport ou de cuisine. D'accord. Donc j'avais pas d'abonnés, genre à part les abonnés, les faux abonnés qui s'abonnent à tout le monde et qui regardaient. Oui. J'avais pas de vidéos, j'avais rien en fait. J'ai juste orienté mon compte, c'est-à-dire que du coup j'ai un peu supprimé tous mes abonnements petit à petit, donc ça prenait du temps vu que j'en avais 3 millions, pour qu'il y ait plus que des abonnements en rapport avec la littérature, et du coup j'ai fait en sorte j'évite, après ça m'arrive de traîner un petit peu avec mon compte, mais j'évite d'aller trop sur du contenu qui est pas en rapport avec la littérature pour le cibler davantage, quoi. Ouais, ça c'est vachement intéressant parce que c'est modeler en fait ton compte pour dresser l'algorithme en quelque sorte. C'est un peu en fait, ça qu'il faut faire. Quand on veut avoir un compte sur les réseaux sociaux, il faut pas juste se concentrer sur son contenu, il faut s'intéresser au contenu des autres et interagir en fait avec le contenu des autres. Donc dans sa niche, il faut interagir avec tous les autres créateurs de contenu littéraire. C'est comme ça aussi qu'on peut se faire de la visibilité et l'algorithme il préfère, quoi. Mmh. C'est bien parce que tu nous donnes des super conseils. On prend des notes aussi pour nous, hein, Cyril, prends des notes. Et non, pour les auditeurs. Bah oui, et puis dans nos auditeurs, oui. Et à commencer, d'ailleurs, je te remercie officiellement parce que c'est grâce à ces discussions qu'on a eues en off toutes les deux, où tu me disais depuis quelque temps, mais va sur TikTok, et où j'avais un compte aussi comme toi, mais avec des vidéos de chat essentiellement. Et bon, alors je regarde toujours des vidéos de chat parce que comment résister, mais c'est vrai que c'est grâce aux conseils que tu es en train de divulguer à l'antenne que, en effet, j'ai lancé aussi mon propre compte et ça rejoint un petit peu ce que t'expliques, mais c'est vraiment une approche super moderne, je trouve. Enfin, ça y est, on est vieux. C'est le moment où tout le monde s'aperçoit qu'on est vieux. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une démarche, c'est assez audacieux quand même de lancer son activité professionnelle uniquement par les réseaux. Parce que, bon, t'as un site internet, mais t'as pas commencé par le site Le site, ça fait qu'un mois ou deux que je l'ai au final. Je sais plus quand je l'ai ouvert, mais ça fait très peu de temps. Et j'ai vraiment fait quasiment toute ma clientèle via TikTok. 3 mois, pardon, mon mari me dit, en antenne. Ton webmaster te dit 3 mois. Ok. Donc 3 mois que j'ai le site, et Instagram, je suis pas hyper active dessus. Donc c'est vraiment TikTok. Donc le gros de ta clientèle vient par TikTok, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc on te contacte en MP ou ils prennent juste les infos et ils te contactent autrement? Bah là, je commence un petit peu via le site, mais majoritairement par MP. Même par le site, en général, je les envoie quand ils ont besoin d'avoir plus de précision sur les tarifs et tout. Mais le site, quand j'ai des propositions de mission, des fois c'est des gens qui ne me connaissent pas via les réseaux, c'est des gens qui me trouvent en référencement au final. Donc TikTok me contacte davantage en MP parce qu'en fait j'ai fait en sorte de baser mon contenu sur du contenu un peu éducatif. Donc je donne beaucoup du vocabulaire, ce genre de choses, et ça plaisait pas mal à tout le public d'écrivains. Et c'est comme ça aussi que je me suis fait une communauté, c'est que du contenu juste publicitaire, c'est pas forcément très intéressant, quoi. Ah mais c'est sûr, et puis en plus ça légitime, c'est vrai que cet axe-là, ça légitime totalement ton travail, parce qu'on se dit elle est sérieuse, elle sait de quoi elle parle, et le fait de donner toutes ces informations, je pense que c'est précieux et un gage de qualité avant même d'aller plus loin dans la relation avec toi. Au final, ce qui est le plus intéressant dans le contenu que j'ai fait, c'est juste que ça demande du boulot, mais c'est littéralement, je fais des analyses en vidéo, en fait, tout simplement sur des extraits de texte, et comme ça, les gens voient littéralement mon travail. Et c'est encore mieux que des fiches de vocabulaire ou comme je faisais, ou des conseils sur le show don't tell, parce que littéralement, n'importe qui peut faire une recherche Google et aller chercher des infos, au final, et les mettre sur TikTok. Par contre, une analyse en vidéo où je fais carrément en direct, là, il n'y a pas de triche possible. Tout à fait. Mais t'analyses quel texte en direct? En fait, je faisais des annonces sur TikTok où je disais, vous m'envoyez des extraits de texte et je vous analyse gratuitement. Et au final, je faisais des lives TikTok. Et après, je les remettais en montage, en vidéo.
Mais je peux m'envoyer des extraits de textes, je crois que je tenais entre 300 et 500 mots, quelque chose comme ça. Et au final, je me débrouillais avec ça, je lisais pas le texte avant, je lançais le live et je faisais au fur et à mesure, quoi. Ah ouais, carrément. Mm. Et les auteurs, ça les embête pas parce que si tu leur dis finalement, tu te retrouves à analyser un texte, tu dis ouais, là ça va pas du tout, t'as fait de la merde. et c'est quand même live, ça veut dire direct quoi, donc C'est là qu'on sait ils qu'elle est doivent se dire diplomate. on regrette. Après, ils savent à peu près comment je travaille. Je dis toujours que je suis assez cash. Donc après, j'essaye d'être un minimum diplomate quand même, de trouver des bons points à chaque fois dans ce que je fais. Mais comme je dis souvent, je suis pas là pour faire des compliments en fait. Littéralement sur mon site web, c'est marqué si tu veux des compliments, demande à ta mère. Si tu veux progresser, fais appel à moi, quoi. Oui, mais tu sais que les auteurs sont des petits animaux choses fragiles. fragiles, comme les chats. Ouais, du coup, Non, des fois, est-ce que tu as J'ai dû déjà eu des apprendre soucis, cet oui. aspect psychologique, j'imagine ouais, En t'as eu fait, des soucis ouais. j'ai eu des soucis, mais en fait, même en étant hyper diplomate, au final, il se trouve maintenant, je dois plus trier ma clientèle, que je dois aller prévenir, qu'à un moment donné, s'ils veulent bosser avec moi, c'est pour progresser, et il faut qu'ils soient dans cette optique-là. Donc, c'est vrai que j'ai déjà eu, quand j'étais pas chère, que je faisais des rapports à 100 €, des auteurs qui me payaient pour avoir juste être confortés, pour que je leur dise que leur livre était parfait, c'est pas le but. Ouais. Donc, Disons, c'est peut-être leur but, mais tu fais pas ça. Parce qu'après, ça peut peut-être leur apporter quelque chose. C'est leur mentir, mais bon, s'ils sont contents, ça dépend ce qu'ils veulent faire de leur bouquin. Le Mais problème, pour toi, c'est pas satisfaisant du tout. le problème de ce que je fais en travail, en fait, c'est que moi, mon travail, il implique derrière d'avoir une grosse part de réécriture. Donc moi, je fais mon travail, ils réécrivent, des fois ça peut durer des mois, et après ils font la correction, la couverture, etc. Moi, je suis tombée sur des clients qui m'ont engagée, et ils ont engagé la correctrice en même temps. Donc en fait, mon travail sert à rien parce qu'ils ont pas prévu de corriger derrière moi, vu qu'ils font appel à la correctrice. Ah, d'accord. Ah bah oui, mais effectivement, si tu leur fais la remarque, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que c'est absurde, en fait. Oui, un petit peu. Donc c'est vrai que maintenant je fais plus attention dans ma communication. Je rappelle de temps en temps que la correctrice, ça vient après. Je suis obligée de leur rappeler à peu près à quoi consiste mon travail. Et du coup aussi, je fais plus attention à choisir ma clientèle pour avoir des gens qui sont honnêtes, parce que des fois j'ai des gens qui ne le sont pas forcément, qui veulent avoir un livre entièrement écrit en IA, par exemple. Oui, bah là, je vois pas. Mais est-ce que ces gens-là font quand même appel à toi? Oui, parce qu'en fait, ils font appel à moi avec un livre entièrement écrit par IA en pensant que je vais pas m'en rendre compte, alors que c'est évident. Ah, et, oui. et quand je les mets en face de leur mensonge, ils vont soit dire ouais, c'est mon ancienne bêta-lectrice qui a réécrit tout mon livre en IA ou ce genre de choses. Mais alors c'est vrai que ça c'est vraiment une clientèle qui est pas du tout intéressante. C'est pas vraiment des écrivains quoi. Donc mais ça maintenant tu les dépistes ça. et puis. J'ai rajouté des conditions sur mon site web à cause de ça, parce qu'au début j'ai débuté comme tout le monde, c'est-à-dire je triais pas, je prenais tout le monde, n'importe quel style, sans regarder forcément le texte avant de commencer le travail, et je découvrais au fur et à mesure. Et en fait, là, je me rends compte qu'on est obligé de mettre des règles, alors que de base, je voulais quelque chose d'assez zen. Et je me retrouve avec des pédophiles qui m'envoient des romans, Mais non, des romans de pervers. Je me retrouve avec des trucs. Si. Et alors, comment tu gères ça, le pédophile? C'est-à-dire avec des scènes, en fait, toutes les scènes qu'on imagine, enfin. C'est un roman qu'on m'a envoyé pour une analyse en forme de rapport récemment. Et que du coup, il faut que je fasse mes conditions sur le site web, donc du coup, j'ai pas eu le choix de travailler dessus. C'était un monsieur de 70 ans, dans les 70 ans, qui avait l'air très gentil. Et en fait, je me suis retrouvée avec un texte qui au début ressemblait un peu à un roman noir de gare, un peu, je trouvais que c'était pas mal. Au début, je me disais, c'est pas mal. Et puis plus j'avançais dans l'histoire, et plus je me décomposais. Parce qu'en fait, tous les personnages, ils étaient en relation incestueuse, genre le grand-père avec la petite fille, les frères avec la sœur, le père avec la fille, puis après la demi-sœur, et c'était normalisé dans le texte, et c'était que ça, et c'était des discours un peu contre les femmes, souvent c'était les petits, même les enfants, ils étaient coupables en fait de l'attrait des hommes, enfin c'était très malsain, quoi. Qu'est-ce que t'en as fait de ce texte ? J'ai centré mon analyse en fait sur tous les aspects techniques, et j'ai essayé d'être très professionnelle et de lui faire un avertissement en fait en lui disant que c'était pas moral, et que au niveau de la loi il pourrait peut-être avoir des difficultés à publier ce genre d'ouvrage, et je lui ai dit de se remettre en question, et je lui ai dit que je voulais pas être associée à son travail aussi.
Et quelle a été sa réaction? Bah, il a dit, de toute façon, mon texte n'était pas fait pour être moral, et puis il m'a dit merci pour vos bons conseils, et puis au revoir. Mais est-ce que, enfin, parce que dans ces cas-là, tu pourrais pas avoir un droit de retrait, enfin, tu le rembourses et puis terminé, quoi. Enfin, moi, je sais pas si j'aurais tenu comme tu l'as fait. Bah, à l'heure actuelle, quand j'ai fait le texte, j'avais pas encore mis mes conditions, et je les ai créées juste après le texte. Oui, mais peu importe, enfin, je veux dire, tu peux avoir aussi ta morale qui peut dire, bah, écoutez, monsieur, votre texte est pas supportable. J'ai reçu le paiement, j'ai commencé le travail, je me sentais pas légitime c'était compliqué, quoi. J'avais pas été engagée, c'était... Après, je lui ai fait le travail, mais je l'ai bien averti, et puis je me suis renseignée au niveau de la loi. Malheureusement, on peut rien faire au niveau de la loi française pour ce genre de texte. Parce que, en fait, en France, on considère que c'est illégal d'écrire ce genre de choses, en fait. Malheureusement. Donc, ça me dégoûte, niveau moral, niveau éthique. Oui, j'imagine. Mais légalement, tu fais pas signer de contrat, tu signes pas de contrat avec tes clients? Je fais des devis. Je fais des devis où j'explique ma prestation et avec s'ils acceptent, ils signent le devis. Mais maintenant, j'ai une sélection sur mon site web où j'ai carrément listé toutes les choses que je veux pas voir dans les textes. Donc, pédophilie, inceste, maltraitance animaux, où j'aurais dit, sauf cas où c'est pour de la dénonciation. Où c'est vraiment un texte écrit pour dénoncer. Puis j'ai aussi rajouté des conditions pour l'intelligence artificielle, que je demanderai un acompte et que si je trouve des textes qui sont entièrement écrits en IA et que la personne n'a pas été transparente avec moi, bah je rembourse pas l'acompte et j'arrête le travail. J'ai essayé d'assurer un peu plus mes arrières parce que justement en tant que débutante, bah je l'avais pas fait. Ouais, logique. On n'imagine pas que ça peut arriver et puis ça vient très vite. Bah, on n'imagine pas qu'on va recevoir des textes de pervers, on n'imagine pas qu'on va recevoir des textes écrits en IA et que les personnes ne doutent de rien et qui pensent que ça va passer. On n'imagine pas que des gens, si on est arrangeant, qu'on fait payer une partie au début, une partie à la fin, bah ils vont pas vouloir payer la deuxième partie. Il y a plein de choses qu'on pense pas quand on se lance. Pour être très clair, je voulais revenir un petit peu sur l'IA justement, les textes générés par IA, etc. Tu dis que ça se repère facilement. Ton truc à toi, comment ça te... Enfin, est-ce que tu arrives à définir comment tu repères un texte qui est fait par IA partiellement ou complètement, ou c'est juste un feeling? Parce que moi, c'est de cet ordre-là. J'ai un feeling, mais j'ai du mal à mettre le doigt sur des parties du texte qui seraient complètement IA ou pas, tu vois. Comment tu vois les choses? Il y a une partie feeling, parce qu'en fait, pour repérer l'IA, il faut être capable de s'en servir. Et je suis avec un geek, donc j'ai joué avec l'IA au maximum, j'ai testé un peu toutes les possibilités. Et après, j'ai repéré des caractéristiques. Donc, il y a la rumeur comme quoi il y a les tirets. Les tirets, oui, c'est une caractéristique, mais seul, ça veut rien dire, parce que les textes qui ont été écrits avant même l'invention d'Internet, il y avait des tirets. Ouais, moi je m'en sers beaucoup aussi. Moi aussi, je mets des tirets. Même, du coup, c'est la perversion d'ailleurs dans l'autre sens, parce que maintenant j'ai vu aussi qu'il y avait cette rumeur-là, et je fais gaffe à pas mettre trop de tirets. Tu t'auto-censures. Mais je m'auto-censure. Ouais, c'est dommage. Il y a une chasse aux sorcières qui s'est lancée avec l'IA où des gens vont accuser comme ça gratuitement dès qu'il y a un texte qui est un petit peu populaire, comme La femme de ménage avait des accusations là-dessus. Effectivement, alors qu'elle a écrit, elle a commencé ses premiers romans avant l'IA, quoi. Donc c'est ça. C'est en incroyable. fait, il faut pas se fier déjà aux logiciels pour repérer l'IA, parce que déjà les logiciels pour repérer l'IA sont faits avec IA. Et ensuite, ils sont pas fiables du tout. On peut mettre je crois que c'était la déclaration d'indépendance des États-Unis qu'ils avaient dit qu'elle était écrite par IA dessus. Donc, Oui, mais effectivement, alors je savais pas pour la déclaration de l'indépendance, mais ils ont passé pas mal de textes très antérieurs à l'IA dans ces logiciels, et en effet, c'est pas fiable. Ouais. Et donc, pour revenir, tu les repères comment? Il y a les tirets? Et en fait, c'est un ensemble de choses. En fait, quand il y en a qu'un seul, on se dit il y a peut-être un petit doute, mais ça va. Par contre, quand il y en a plusieurs caractéristiques, là, on commence à penser vraiment c'est IA. Donc les tirets, ok. Après, il y a aussi l'ensemble en fait de phrases un peu mécaniques, c'est-à-dire avec des constructions de phrases toujours similaires, très scolaires. Mais le truc le plus visible pour moi, en fait, c'est le côté flow artistique, parce que l'IA générative, en fait, c'est quelque chose qui a une limitation de caractère quand on l'utilise. Et la mémoire, en fait, je sais plus combien, je crois que ça dépend des IA, mais c'est maximum 1000 mots. Donc quand on écrit un roman, même un chapitre fait plus de 1000 mots en général, on va dire je veux que t'écrives ça, les infos du chapitre, on va essayer de résumer à l'IA à ce dont on veut parler. Sauf que l'IA va pas se rappeler toutes les informations de son roman, donc elle va confondre des personnages, elle va pas se rappeler l'univers. Et si elle a pas assez d'informations, soit elle va
Elle va inventer des choses. Donc du coup, on va se retrouver avec des personnages qui sortent de nulle part, ou des personnages qui un coup ils sont assis et puis 2 phrases après ils sont à l'autre bout de la pièce, ou des choses comme ça. Mais surtout, on va se retrouver avec ce qu'on appelle du flou artistique, c'est-à-dire que c'est de la pseudo-poésie qui veut rien dire, et en fait, quand on lit le texte, on n'est pas capable de dire où ça se passe, quand ça se passe, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe, que veulent les personnages, est-ce que les personnages ont une personnalité définie. Il y a rien de défini, en fait, tout est flou, et c'est noyé en fait dans une sorte de stylistique un peu pseudo-poétique qui en fait n'a aucun sens. Ouais, donc c'est flagrant en fait, c'est vraiment, ça te saute à la gueule quand tu vois du texte comme ça. Le flou en fait c'est littéralement quelqu'un qui utilise l'IA mais qui utilise l'IA en plus mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment écrire son livre en IA alors qu'il a rien défini de son univers, de ses personnages et qui... Ouais, il a fait un prompt et puis il attend le texte quoi. C'est exactement ça. Donc encore des personnes qui vont utiliser l'IA ponctuellement pour certains passages, genre des descriptions et tout, des fois ça saute aux yeux quand il y a une différence de style. Genre si le texte il a un vocabulaire un peu simpliste, que c'est écrit un peu enfantin et que d'un coup on se retrouve avec des descriptions avec du vocabulaire hyper soutenu, des choses totalement développées et que ça fait contraste, bah là c'est sûr on se dit il a utilisé pour les descriptions. Mais quand les gens l'utilisent bien, en général, ça se voit pas au final. C'est des petits passages ou alors c'est défini comme c'est utilisé pour structurer son texte. Donc c'est pas plus mal au final, la personne elle écrit elle-même. Le problème, c'est les gens qui pensent qu'ils vont écrire un roman en IA, qui vont faire de l'argent avec au final encore. Alors bah justement, je voulais revenir aussi sur un truc, c'est comment quand un client, une cliente t'approche avec son texte. Est-ce que c'est forcément un package complet, c'est-à-dire tu vas accompagner du début à la fin sur le projet du livre, ou c'est le client qui choisit j'aimerais tes services pour juste la bêta lecture, juste un problème de structure, etc. Comment tu organises ça? Ça c'est la première partie de ma question. Puis la deuxième, si tu as un client qui veut le paquet complet, on va dire, c'est-à-dire à partir du texte, l'améliorer, plusieurs itérations, et puis après aller jusqu'à l'aider à faire sa couverture, le placement Amazon comme tu l'as décrit au tout début. Tu fais les choses, comment tu structures les choses, quel est ton process de travail par rapport à ça? Alors moi je fais pas tout le package éditorial, les couvertures, les machins, c'est pas ce que je fais en fait. Tu fais pas, ok. Non, je suis vraiment que sur la construction du texte, avoir un texte propre pour ensuite qu'ils puissent se débrouiller pour l'auto-éditer eux-mêmes ou pour l'envoyer à des maisons d'édition. Okay. Ensuite, moi j'ai plusieurs prestations. Je vais avoir une prestation simple, c'est-à-dire un rapport. Je lis le texte format PDF et puis je fais un rapport complet sur tout ce que j'ai vu à corriger. Je fais un travail... Attends, un rapport ça veut dire quoi? Littéralement, je fais un document. Ouais. Je fais un document PDF, en fait, je lis leur texte et je fais un document PDF où je structure tout, style, construction, genre, est-ce que le genre qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils ont bien ciblé ou est-ce qu'ils sont dans un autre genre que ce qu'ils ont pensé. S'ils visent un public enfant, je leur dois dire, oui, mais telle ou telle partie de ce texte, ce n'est pas adapté à un public, le public visé. Il faudrait changer telle ou telle chose pour le public visé, par exemple. Parce que des fois, j'ai des romans pour jeunesse. Et du coup, il y a tranche d'âge, j'ai pas toujours adapté dans le choix de ce que veut l'auteur. Donc, je vais lui donner des exemples. Des fois, je fais des listes de lecture aussi. Je propose des œuvres qui pourraient servir à aider l'auteur. En fait, j'essaye de cibler par cas suivant le besoin. Des fois, je propose des exercices d'écriture. Des fois, je donne des conseils ciblés. Genre, par exemple, je sais que ce qui est pas trop aimé par les lecteurs, c'est grammatiquement correct. Mais à la première personne, c'est le dis-je. Les incises dis-je, c'est quelque chose qui passe pas trop esthétiquement et qui est pas trop aimé. Donc, du coup, quand je vois ça, je leur signale que grammatiquement c'est correct, mais que je leur propose d'autres solutions. Je leur dis ils peuvent soit jouer avec la construction de la phrase, soit placer l'incise, l'information sur le personnage avant ou après la ligne de dialogue. Je leur donne des astuces en fait pour contourner les problèmes. Parce que quand tu fais un rapport, enfin sur un roman complet, c'est forcément très généraliste ce rapport. C'est au travers d'une grille d'analyse avec des points, etc. Ou bien comment tu t'y prends? En fait, je lis le texte, je prends des notes au fur et à mesure. Et tous les défauts que je vois, je note. Et ensuite, je structure dans mon rapport. Après, c'est généraliste dans la mesure où je vais pas m'arrêter sur chaque phrase. C'est-à-dire, si je vois il y a un défaut, l'habitude de faire des répétitions de certains termes ou des termes trop généralistes, je vais le dire dans le rapport, mais je vais pas tous les relever, contrairement à mon autre prestation où je vais carrément mettre en couleur et tout commenter.
Ouais, dans l'autre prestation, si je comprends bien, il y a un échange de textes avec des commentaires dans les textes, et puis on y va passage par passage, voire phrase par phrase, c'est ça? Là, c'est littéralement ce que je ferais pour un travail éditorial. En Ouais, fait, au ok. final, c'est que je commente tout le texte. Je dis tel passage, il faudrait développer cette info. Tel passage n'est pas clair. Là, vous avez un vocabulaire qui est pas adapté. Là, cette formulation, il faudrait la changer. Je propose parfois des reformulations. Je souligne toutes les répétitions. Et puis, je fais un commentaire global à la fin où je résume un peu tout ce qu'il y a à refaire et tout ce qui ne va pas, quoi. Ça prend un temps juste hallucinant, j'imagine, de faire ça. Un petit peu, oui. Parce que, Combien de temps ouais, combien de temps sur mettons un roman, j'en sais rien, c'est 80 000 mots, 100 000 mots, un roman, la moyenne, c'est ça, hein, à peu Je près. donne un délai 3 semaines, 1 mois. Mais du coup, ça dépend de mes plannings à côté. Des fois, je suis obligée de bosser des fois jusqu'à tard le soir, après le travail ou pendant mes pauses repas quand j'ai vraiment du mal à gérer le timing. Mais tu sais pas combien d'heures ça te prend? En T'as fait, pas ça mesuré? dépend. Ouais, ça du dépend texte, de en la fait. complexité du texte, évidemment, mais... Pas seulement la longueur, mais aussi je pense que je lis un texte genre un peu ésotérique avec des concepts très complexes où il y a beaucoup de nouveaux termes, de choses que je connais pas. Ça va me prendre plus de temps puisqu'il va moi-même que je comprenne tous les concepts. Genre récemment, j'avais un texte comme ça où ça parlait de beaucoup de choses un peu particulières, je sais pas comment on peut dire, il y avait des histoires de flammes jumelles, il y avait des histoires de trucs vraiment très New Age un petit peu, que je connais pas forcément. Et après, ça va être texte jeunesse, ça va être un peu plus facile, parce que ça va être simplifié un petit peu, genre une petite aventure pour les enfants, c'est pas très compliqué. À côté, si je fais un texte de science-fiction ou historique, ça pareil, pour vérifier les infos, ce genre de choses, ça va me prendre du temps. Ça dépend du style. Si j'ai un texte IA, par contre, c'est infernal. Avant que je centralise mes infos sur mon site et que je commence à trier, j'avais pas mal d'auteurs qui m'envoyaient des textes en IA, j'en ai pas eu qu'un seul, j'en ai beaucoup. Et C'est voilà, incroyable, du coup, je reviens pas de ça, moi. Oh, d'accord. À un moment donné, j'avais une dizaine de prestations dans le mois et j'en avais 5 qui étaient en IA, quoi. Ouais. La Et, plaie du moment. C'est ça, donc du coup, je suis obligée de trier parce que l'IA, c'est vraiment infernal. C'est que le texte en lui-même, s'il est écrit entièrement par IA, n'a aucun sens. On sait pas l'objectif des personnages, on sait pas l'intrigue, on passe d'un endroit à l'autre, il y a aucune logique. Des fois, ça répète les mêmes passages parce que du coup, ça meuble. Donc en fait, ils vont aller dans des lieux et les lieux, ils se ressemblent tous. Les personnages, ils changent de personnalité, ils changent d'apparence au milieu d'une phrase. Alors justement, bon, je pense que ça doit être extrêmement pénible, mais même sans parler de l'IA, moi c'est toujours une question que je me pose chez les personnes qui, comme toi, font du travail éditorial. Quand tu accroches pas, parce que dans tes prestations, il me semble que tu es ouverte à tous les styles, que tu travailles sur des textes dans tous les genres, et quand c'est un genre qui te plaît pas, ou un texte que tu connais pas, qui te plaît pas, comment ça se passe? Alors déjà, quand je sais à l'avance que je vais avoir une prestation sur un genre que je connais pas trop, je vais aller lire des livres dans le même genre. Donc là, j'ai une prestation sur du romantique suspense. Donc du coup, j'ai acheté plusieurs livres de ce style pour voir à peu près à quoi ça ressemble et quelles sont les caractéristiques du genre. Donc je peux déjà dire à l'auteur que c'est pas du romantique suspense qu'elle écrit. D'accord. Donc voilà, c'est important de connaître les définitions des genres, en fait, les caractéristiques pour pouvoir orienter l'auteur quand il vise un genre particulier. Et ensuite, si le texte me plaît pas, honnêtement, quand je suis bêta lectrice, il y a une très petite partie des livres que je lis qui vont me plaire. Quand c'est toujours très débutant, et c'est souvent... Les débutants, ils ont tendance à aller dans le cliché aussi, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont lu et aimé. Donc on va se retrouver avec les livres à la mode un petit peu en recopié, quoi. Si j'avais travaillé à l'époque de Twilight, j'aurais eu que des triangles amoureux, des histoires de vampires et de garous, quoi. Donc, oui, là, donc il n'y a pas du tout la notion, ce qui est logique finalement, mais la notion de plaisir de lecture, tu l'as pas, quoi. Quand j'ai un livre que je trouve que j'apprécie d'un auteur avec qui j'ai travaillé, au final je vais racheter son livre et j'aurai le plaisir de le relire sans être dans l'analyse plus tard quand il sera retravaillé. Mais ça te permet de vérifier aussi si tes conseils ont été suivis ou pas. aussi. Ouais, il faut mieux pas trop faire ça, parce que
Mais pardon. Je disais, j'ai un petit doute parce que dans ce que tu nous as écrit en préparant l'épisode, apparemment, tu as de plus en plus du mal à ne pas être dans l'analyse quand tu lis un texte. Oui. Après, il y en a, ils écoutent bien les conseils, donc ça va, on peut relire leur livre avec plaisir. Après, il y en a, ils écoutent pas, donc j'aurais pas forcément envie d'acheter leur bouquin parce que c'est frustrant. Mais je veux dire, même, je pense que ce que Cyril voulait dire, c'était même dans les livres que tu lis indépendamment de ton travail, en tant que juste lectrice, lecture-plaisir, t'arrives à te... À déconnecter. Ouais. Seulement mes auteurs préférés, que du coup, je me retrouve à relire pour la 30e ou 40e fois les mêmes livres, des fois, parce que je sais que eux, ça marche. Qui sont tes auteurs préférés? Pierre Bottero, que pour moi c'est vraiment un modèle. Ensuite, beaucoup les auteurs anglo-saxons. J'aime l'urban fantasy. Donc j'adore Patricia Bridge et ses univers. Sinon, Nalini Singh. Sinon, Karen Marie Moning aussi, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est des références pour toi. C'était tes auteurs doudous, on va dire. Si t'as besoin de réconfort, tu retournes là-dedans. C'est ça. Ouais. Et puis je lis pas mal aussi Roxane Dambre, en autrice française auto-éditée, que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est sympa, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais. Comment, sur un travail éditorial complet, enfin la prestation la plus complète que tu offres, est-ce que tu fais... Comment tu t'organises? C'est-à-dire, il y a une passe sur le line editing, on va dire, il y a une passe sur la structure globale, il y a une passe sur les fautes de genre, où tu fais tout en même temps. Comment tu t'y prends? Je lis déjà une première fois et je fais tout en même temps. Tout ce que je relève, je surligne les répétitions, je commente les phrases, je dis les problèmes de cohérence, etc. Et après, quand j'ai terminé ça, je refais une lecture de tout l'ensemble. Et là, je peux voir un peu plus s'il y a des problèmes structurels. Ou si j'ai raté des choses de cohérence par rapport au début, des choses que j'ai oubliées, que du coup sont pas cohérentes dans la suite, ce genre de détails. Mm-hmm. Et est-ce qu'après... Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, excuse-moi. Je croyais que t'avais fini. Je poserai ma question après. Vas-y. Disons que globalement, tout ce qui est stylistique, j'ai pas... Une seule lecture me suffit. En fait, je peux lire une première phrase d'un livre et je repère déjà à peu près tous les soucis de l'auteur au final. C'est vraiment, il me faut que quelques pages pour voir les soucis principaux, quoi. Après, ensuite, pour ce qui est de la structure, là, il faut plus relire parce on se rappelle pas forcément de tous les détails du début du texte, surtout quand moi je m'organise mon travail, je vais regarder le nombre de chapitres au total, le nombre de pages et je vais me dire faut que j'en fasse tant par jour. Et donc du coup, quand ça s'étale sur plusieurs semaines, on va pas forcément se rappeler de chaque détail. Oui, t'as intérêt de prendre des notes de manière copieuse, quoi. C'est ça, et surtout de relire pour la structure au final. Je relis l'ensemble du texte une fois que j'ai traité toute la stylistique et je vois s'il y a des soucis, des choses à changer au niveau de comment est organisée en fait l'histoire, tout simplement. T'as des références très précises par rapport à la structure des livres, parce qu'elle va être différente selon le genre, etc. Donc, et puis tu parlais de Truby ou d'autres. Où c'est finalement assez à la limite scientifique, assez carré, et puis quand tu déroges un petit peu, c'est compliqué. Donc c'est par rapport à ce genre de choses ou c'est plus de l'ordre de l'intuition? Disons que ça dépend de l'auteur, parce que si c'est un auteur débutant, je vais pas aller lui parler de plus en 3 actes, quoi. Parce que moi, quand j'avais commencé un roman en utilisant plus en 3 actes, il fallait mesurer le pourcentage exact de chaque événement dans le livre par rapport à la structure globale du livre. Si je commence à leur parler d'une frise chronologique avec les événements placés, ils doivent être à 30% du livre, je crois qu'ils vont décrocher, là. Ça, c'est pas possible pour des débutants, quoi. Donc, ça dépend de l'auteur, en fait. Si l'auteur, il est débutant, on va y aller de façon plus instinctive. Je vais leur dire, par exemple, pour un cas récemment que j'ai eu, c'est-à-dire qu'ils ont voulu commencer leur livre de façon un petit peu accrochante avec un événement important, mais au final l'univers qui est très complexe, il est pas posé. Et plus tard dans l'histoire, il y a un chapitre où le personnage il est enfant et on va expliquer certains concepts. Donc je leur ai proposé de commencer plutôt par le chapitre de l'enfance qui permet de placer les éléments de l'univers et de travailler les concepts plutôt que de vouloir partir sur un truc hyper visuel, mais que du coup on comprend pas les 3/4 des choses au final. Et pour les auteurs avec un peu plus d'expérience? Là on va plus pouvoir parler de plans en 3 actes et de structure. Mais j'ai pas beaucoup d'auteurs avec de l'expérience parce que majoritairement les auteurs que j'ai c'est des débutants.
Et ceux que j'ai qui ont déjà plusieurs romans publiés sont en auto-édition et ils sont pas forcément dans les techniques d'écriture. Ils sont quand même dans une écriture qui est assez instinctive aussi, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour toi, les auteurs qui utilisent des techniques d'écriture sur plan 3 actes, etc. Ouais, c'est ça. Enfin, tu fais une différence. Il se trouve que nous avons aujourd'hui avec nous... non, mais tu fais une différence entre l'auto-édition et les auteurs en maison d'édition. Pour ça, c'est plus les auteurs en maison d'édition qui sont techniques, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout, parce que moi, en fait, mon travail, en fait, ça va s'adresser davantage à des auteurs débutants et à des auteurs qui visent l'auto-édition. Avec quelques-uns qui veulent vraiment mettre toutes les chances de côté pour l'édition classique. Oui, mais en auto-édition... Enfin, pardon, je te coupe, mais en auto-édition, ils n'utilisent pas de la structure narrative Si, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. J'ai des auteurs avec qui je peux discuter de techniques complexes, mais c'est pas la majorité, en fait. Comme je suis avec des auteurs qui sont sur leur premier roman, souvent, ils connaissent pas, du coup, ils savent pas ce que c'est le shonen tell, ils savent pas, des fois, même les règles basiques de français. Donc, j'ai des purs débutants en majorité. Et dans le lot, j'en ai 2 ou 3 un peu plus expérimentés. Et dans les expérimentés, j'en ai un qui va être architecte sur les 3, quoi. C'est la plupart des auteurs avec qui je travaille, c'est des purs jardiniers. Je dois leur expliquer, il faudrait peut-être faire un plan. Est-ce que vos personnages, ils sont définis? Est-ce que ce genre de choses? J'ai des débutants qui n'ont pas défini leur univers ou le personnage avant d'écrire leur texte, souvent. Ah ouais, mais c'est vraiment... Alors oui, je comprends mieux pourquoi tu dis accompagnatrice éditoriale, parce que tu les prends vraiment par la main. Ah oui, c'est vraiment moi je suis vraiment dans un truc de pédagogie. Après, c'est par rapport à mes choix aussi de structure. C'est-à-dire que des bêta-lecteurs pro qui ont fait des tarifs un petit peu plus élevés, souvent vont avoir un public un peu plus professionnalisé. Et moi, mes tarifs sont bas. Donc du coup, je vais avoir des gens qui sont très débutants, des étudiants, ce genre de choses au final. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de modifier à l'avenir? Parce que on a un petit peu l'impression dans ce que tu dis que toi, tu as quand même des connaissances et une compétence qui sont quand même... Ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est un peu... Alors bon, c'est super pour les auteurs débutants, quelle chance ils ont, mais je suis pas sûre qu'ils t'utilisent à hauteur de ce que tu es capable de faire, donc c'est un peu... Enfin, l'expression qui me vient, c'est un peu de la confiture au cochon, et c'est une mauvaise expression. Mais j'en ai pas d'autres. Je suis désolée. Cyril, tu pourras couper? Non, celle-là, je garde. Ouais, voilà. Ouais. Bon, mais Non, c'est mignon, un cochon. Oui, non, mais on voit ce que tu veux dire. Oui, voilà, cette image. Pas du tout dans l'idée de dévaloriser les auteurs débutants, au contraire. Enfin, faut bien commencer quelque part, hein, voilà, c'est sûr. absolument, ouais. Mais après, j'aime ce côté pédagogue, en fait. J'aime en fait aider. Et c'est pour ça que j'arrive pas à augmenter mes tarifs, pas seulement à cause du complexe de l'imposteur. C'est que j'aime, en fait, pouvoir aider des personnes qui ont vraiment une passion, qui veulent créer un univers et qui ont pas forcément les moyens d'aller payer 1 000 € pour un livre, voire plus. Comment tu sais que tu as des tarifs bas par rapport à d'autres? Comment tu benchmarks ça? Parce que je suis en contact avec d'autres bêta-lectrices et de certaines que j'apprécie beaucoup, comme Betty et Nico. Betty et Nico, pour un livre de 90 000 mots de vie, il est autour de 900 €, quoi. Tandis que là, actuellement, j'ai une proposition par une entreprise pour une bêta-lecture sur un texte de, je crois, autour de 180 000 mots. Mon devis est à 500 €. Ah ouais, vu le temps que tu vas y passer, effectivement, c'est bas. Je dois, oui, près de 180 et quelques mots, je crois presque 190 000 mots, j'en ai pour 550 € à peu près de vie. Est-ce que tu pourrais monter, hein? Ouais. Est-ce que tu penses que si tu montais tes tarifs, tu perdrais cette clientèle de débutants? J'aurais pas la même clientèle, et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai des clients que j'apprécie, qui sont devenus des amis, et qui font appel à moi pour tous leurs textes, et que je vois progresser au fur et à mesure. Mais cela, d'accord, tu peux les garder au prix où tu les as connus. C'est ce que j'allais dire. Il y a un côté fidélité, loyauté qui est sympa à mettre en place. Mais je suis pas super convaincu que tu perdrais ces clients-là en montant tes tarifs. Parce que les tarifs, ils doivent être... Bon, après, je suis pas auto-entrepreneur, mais il me semble qu'ils devraient être en accord avec tes prestations et pas en accord avec ta cible de clientèle. Je suis d'accord. Vu la somme de travail que ça représente, je trouve que c'est légitime. Hein. Alors, il y a peut-être le syndrome de l'imposteur qui fait aussi que tu te sens mal à l'aise ou je sais pas, mais...
Après, en fait, Oui, Désolé. C'est Alors, tout ce qu'on vient de dire, tu le transformes en question, en fait. En fait, je suis quelqu'un de très buté, donc jusqu'à récemment, j'étais juste butée sur l'idée non, je veux pas augmenter mes tarifs, c'est pas bien de faire payer trop cher la bêta lecture, et que finalement, pour moi, ça vaut pas plus cher, et puis je me sens pas assez compétente, j'ai pas les diplômes. Et puis en fait, après, j'ai réfléchi un petit peu plus, et je me suis dit complètement que je pourrais jamais en vivre en fait en l'état actuel des choses, parce qu'en plus je fais des paiements en 3 fois, donc même quand je vends une presta à 350 €, au final je touche que 100 €, et en fait il faudrait concrètement que je vende 20 bêta lectures par mois pour pouvoir en vivre. Et en plus j'ai un boulot à plein temps à côté, donc c'est même pas possible. Donc l'autre solution, c'est de monter tes tarifs. En fait, là oui, si je voulais faire ça, mais comme ma priorité c'est de créer ma maison d'édition. En fait, littéralement, là, ce que j'ai décidé, c'est que je me sers de mes prestats de bêta lecture pour financer ma maison d'édition. Et une fois que la maison d'édition, j'ai plus besoin de réinjecter de sous, que ça arrive tout seul, j'arrête la bêta lecture, en fait, tout simplement. Ok. C'est bien, là, ça nous fait une transition habile. Oui, ça fait une transition parce que c'est quand même un gros sujet, là. La maison d'édition. Alors, vas-y, raconte un petit peu parce que c'est quand même... D'où ça sort. Pour quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, ça va pas mal. Finalement, je vais monter ma maison d'édition, chapeau, quoi. Tu vas te retrouver avec 2 entreprises à gérer, c'est bien. Ouais, donc du coup, c'est pour ça que je peux pas tout gérer en même temps. La maison d'édition, c'est vraiment un truc que je rêve depuis que je suis gamine, en fait. C'est juste que du coup, j'ai pas de diplôme ou d'études, et du coup, c'était impossible dans ma tête. Donc, quand ça fait 1 an que je fais de l'accompagnement éditorial, que j'ai carrément des fois des listes d'attente, j'ai pas mal de clients, je dois diminuer, je dois sélectionner. Donc maintenant, je peux me permettre de choisir ma clientèle. Donc ça m'a permis de prendre confiance et de me dire que c'était possible, surtout qu'à force de traîner dans le milieu littéraire, j'ai des connaissances sur à peu près tous les aspects de la chaîne du livre. J'ai des contacts, je connais des graphistes, je connais des correcteurs, je connais d'autres bêta-lecteurs, je connais des gens qui font des maquettes. Donc c'est devenu en fait une suite logique à ce que je voulais faire, et c'était aussi un moyen pour moi d'aller plus loin pour des auteurs que j'apprécie, avec qui j'ai travaillé en tant que bêta, et qui du coup ne trouvent pas forcément leur place dans l'édition actuellement. C'est-à-dire quand je vois des auteurs que j'ai travaillé, que j'adore leurs manuscrits, qui envoient leur texte et qui ont des refus en pagaille, ou qu'on mette 6 mois à avoir une réponse, ça m'agace et j'ai envie de leur proposer d'une aide un petit peu plus derrière, quoi. Donc, et tu crois que tu pourras éviter cet écueil-là avec ta propre maison, parce que tu vas aussi être submergé de demandes et aussi avoir le besoin de trier et de refuser pas mal de manuscrits qui vont t'arriver. Le problème, à mon sens, sera un peu le même, donc ça doit pas être ta seule motivation. Oui et non, parce qu'en fait, littéralement, j'ai pas besoin de faire un appel à texte pour le moment, parce que j'ai genre 5 ou 6 clients qui sont prêts à travailler avec moi dans ma maison d'édition à l'heure actuelle et qui attendent jusqu'à soit lancés, en fait. Donc j'ai déjà des textes, en fait, en liste. Déjà. Je te parle pas pour la lancer, mais quand comme tu dis, les affaires vont rouler, que la maison sera un peu plus établie et que tu commenceras à avoir l'accès aux diffuseurs, l'accès aux librairies, etc. Là, tu auras des demandes. Comme toute maison, tu auras besoin d'un comité de lecture et puis des gens qui vont te proposer leurs textes. Alors déjà dans plusieurs années, parce que j'ai déjà plusieurs livres des auteurs veulent me céder. Donc déjà, j'ai pas besoin d'appel à texte dans l'immédiat. Et ensuite, je pars sur un modèle de petite édition. C'est-à-dire que je veux pas partir sur un... En fait, je m'en sors déjà en finançant tout moi-même. Littéralement, tout ce que je gagne en tant que bêta lectrice, je le mets de côté pour financer moi-même. Je fais pas appel à une campagne Ulule. Et du coup, je pars sur un modèle où je dois travailler à plein temps à côté, où je dois du coup gérer tout en parallèle du travail. Donc je vais pas publier plus de 4 livres au maximum par an, quoi. Ça va commencer avec un livre la première année, peut-être passer à 2 l'année d'après, etc., quoi. Et je finance le livre suivant avec le premier, quoi. Ok. Donc, c'est un modèle où je vais stocker les livres chez moi, où je vais pas prendre de diffuseurs, distributeurs, parce que je peux pas prendre 10 000 € de crédit à l'heure actuelle. Où je vais aussi me faire en sorte de travailler dans le local, donc aller démarcher moi-même les librairies du coin, aller voir les supermarchés du coin où j'ai des contacts. Ça va être un modèle très local. Ok. Donc t'as fait un business plan pour évaluer tout ça ? Ouais, j'ai déjà traité pas mal de questions. J'ai un imprimeur que je dois visiter, un imprimeur qui est sur ma ville, parce que j'ai pensé aussi au fait que comme moi je travaille à plein temps à côté et que mon mari travaille à plein temps, si je dois recevoir 200 exemplaires de livres sous la pluie et qu'il y a personne pour les réceptionner, je me dis en prenant un imprimeur dans ma ville, je peux m'arranger pour aller les chercher moi-même. Ok. Mais ça va être un deuxième boulot à temps plein.
Voilà, c'est pour ça que la bêta lecture, c'est que pour le temps que ça soit lancé. Dès que j'ai, même pas vivre de la boîte parce que j'ai mon travail à temps plein, mais déjà dès que j'ai plus besoin de réinjecter de sous, parce que même si j'ai calculé un budget de départ, je sais qu'il y a toujours des imprévus, ça dépend de comment fonctionne le premier livre, est-ce que ça suffira pour financer le deuxième, est-ce qu'il faut que je remette un peu au bout, ce genre de choses, quoi. Et les auteurs, c'est des auteurs locaux, c'est des auteurs qui sont proches de toi géographiquement, parce que dans ton modèle, j'ai l'impression que sur une petite maison d'édition, surtout sans distributeur, sans diffuseur, tu as tout intérêt à miser sur les dédicaces, sur quand même une implication des auteurs. Du coup, non, je suis pas que sur des locaux parce que je travaillais avec des personnes que j'ai eues en clientèle, en fait, donc du coup, c'est dans toute la France. D'accord. Mais ça va être, du coup, c'est un modèle un peu mixte. Parce que du coup, je vais faire de l'impression de qualité avec un imprimeur. Et donc, ça servira pour les salons, pour le stock que j'aurai à la maison, que je vendrai via le site internet que je vais créer. Ça servira aussi pour les ventes en librairie. Donc, du coup, démarcher les librairies. Mais à côté, je vais aussi faire du POD Amazon en parallèle, pour un complément de revenus. Avec des D'accord. griffes. Voilà, Lara a été attaquée par le chat, par son propre chat. Donc voilà, c'est pour ceux les qui chats, n'ont pas quoi. l'image. Ouais, c'est des chats. Donc ouais, je pars sur un modèle hybride. Donc du coup, je vise pas uniquement le local, c'est-à-dire que je vais partir du local pour m'agrandir en fait. Donc c'est plus simple au début par rapport à mon temps de travail de partir sur les librairies du coin, que je peux aller en voiture, je peux aller démarcher, d'aller voir les salons locaux pour la première année. Et ensuite, le but, c'est de s'étendre à peu près toute la France. Donc après, ça peut être travaillé par rapport à la localité de l'auteur. Si l'auteur, il est dans le sud, j'ai des contacts dans le sud de la France. Genre, par exemple, j'ai des gens de TikTok que je suis en contact qui organisent un salon qui s'appelle le Festival des Plumes. Donc, du coup, j'ai des contacts via eux. Donc, je peux avoir des places dans leur festival peut-être à l'avenir. J'ai des personnes qui se sont proposées d'aller pour moi démarcher les librairies dans le sud. Donc en fait, ça va partir de ma région. Et ensuite, j'ai des contacts qui peuvent partir du sud. J'ai ensuite développé petit à petit dans toute la France, quoi. C'est le but. C'est vraiment, je trouve super intéressant parce que c'est en effet, comme tu dis, un modèle qui n'existe pas vraiment et qui mixe les codes de la maison d'édition classique avec la débrouille de l'auto-édition. Et ça, effectivement, c'est sympa comme concept. Après, c'est audacieux, quoi, mais c'est sympa. J'ai plus l'habitude d'être en contact avec les auto-édités et j'ai pas de diplôme dans l'édition, donc j'ai pas l'expérience éditoriale de travail dans l'édition, je connais pas le modèle éditorial par cœur. Donc forcément, je fais avec mes moyens, avec ce que je connais, et l'auto-édition est aussi un bon modèle, parce que j'ai des contacts avec des auteurs auto-édités qui cartonnent. Par exemple, on prend Sonitage. Sonitage a fait tous les salons, les supermarchés, tous les événements. Je pense qu'elle doit tirer son chiffre d'affaires beaucoup des salons. Et elle est en permanence, je vois ses publications, elle est partout. Et c'est oui, mais ce que je comprends pas totalement bien dans ce que tu dis, en revanche, c'est que là, c'est vraiment l'auteur. C'est-à-dire que toi, quand tu dis les salons autour de chez toi, par exemple, tu vas y aller en tant qu'éditrice ? Oui, du coup, les séances de dédicace, ça dépendra des auteurs. Ça dépendra de leur santé physique, s'ils peuvent se déplacer... Du coup, parce qu'il faudra que ça soit moi qui finance les déplacements des auteurs, l'hébergement. C'est ça. Ah ouais. Donc il y aura. Donc en fait, je discuterai avec chaque auteur avant l'édition, savoir est-ce qu'ils sont capables de se déplacer en France pour différents salons, combien ils sont prêts à en faire par an, et suivant ça, j'aviserai. Et sinon, ça sera moi qui gérera les salons, en fait, tout simplement. Disons qu'eux, ils auront un nombre de salons par an à faire suivant leurs possibilités. Et moi, je m'occuperai du reste. Donc, les séances de dédicace, ça sera pas ce qu'il y aura en majorité, quoi. C'est un pari. On réfléchit à ce que tu dis, c'est pour ça qu'on se fait. C'est ça qu'il y a des silences. Oui, c'est pour ça qu'il y a des silences. Exactement, on se projette et je comprends, on a les mêmes images qui popent dans notre tête, Cyril et moi, parce que c'est vrai que c'est un pari de se dire d'aller sur un salon littéraire en tant qu'éditrice, donc finalement tu vas être entourée par des auteurs qui signent, ce qui est quand même pour la majorité ce que les gens viennent chercher sur des salons, et toi tu présenteras les livres de la maison d'édition mais potentiellement sans auteur. C'est quand même c'est un peu audacieux, je dirais.
Pas tant que ça, parce que j'en ai fait pas mal de salons en tant que visiteur, et il y a beaucoup de maisons d'édition qui n'ont pas forcément toujours les auteurs avec eux. Les petites maisons d'édition, sont pas toujours accompagnées d'auteurs. Après, moi, je parle de la région Bretagne où on a beaucoup de salons, pas forcément des salons littéraires, ça veut dire des salons de l'imaginaire, des salons moyenâgeux, on a des salons geeks, et il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui vont sur ces salons, et des petites maisons d'édition indépendantes. Ok. Et les stands des petites maisons indépendantes n'ont pas toujours des auteurs avec eux. En général, je savais pas. Alors, d'accord. Ils proposent, des fois, c'est juste l'éditrice qui gère, et sinon, il y a une auteure qui présente, alors qu'ils présentent 4 ou 5 livres différents. Tu penses te spécialiser dans un genre ou dans plusieurs genres, ou ce serait quelque chose de plus généralisé? Imaginaire, vraiment, situé sur l'imaginaire, mais pour adultes. Donc SFFF, quoi. C'est ça, et pas romantasy, c'est pas la ligne. Je vise pas des trucs à la mode. Pourquoi ce choix? Par goût Parce que c'est un effet de mode, en fait, qui, du coup, on voit que ça actuellement. Et que, au final, je préfère, en fait, avoir une ligne éditoriale qui est basée sur des livres imaginaires, mais que l'imaginaire soit un prétexte pour parler de sujets sérieux, au final. C'est toujours le cas, il me semble. Pas en romantasy, non. Non, oui, pardon. C'est pour ça que la j'ai zéro expérience avec les... Il faut qu'on corrige ça, Cyril. Oui. C'est prévu. Je peux pas en parler. Et la romance, il faut qu'on corrige ça. La romance et les romantasy et tous les dérivés, j'ai zéro expérience. Disons que la romantasy, en fait, l'intérêt principal du genre, c'est d'avoir une romance avec un personnage fantastique qui va souvent être plus ou moins le même standard, c'est-à-dire une sorte de fée qui manipule les ombres avec des ailes. C'est un peu le truc stéréotypé. Et au final, les histoires sont toujours un peu similaires. C'est un monde moyenâgeux, fantasy, mais du coup, comme l'histoire est basée majoritairement sur la romance, l'aspect fantasy, moyen-âge n'est pas développé. C'est vraiment du décor. Et du coup, ça va être des intrigues politiques, romances, voyages arrangés, ce genre de détails. Oui, c'est romantasy, vraiment... c'est pas fantasy romantique. C'est justement... C'est les codes de la romance qui sont transposés, si je comprends bien. C'est ça, c'est de la romance avec un décor. Avec un décor, et des fois, il y a des petits combats ou des trucs un peu politiques. Mais globalement, c'est un univers de fantasy pas développé. Pourquoi tu penses que l'imaginaire est autant... Enfin, tu dis on voit que ça en ce moment. La romantasy, pas l'imaginaire. La romantasy particulièrement. Ouais, mais le choix de faire une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, tu disais que c'est parce qu'on voit beaucoup ça. À ton avis, quel est le mécanisme? Pourquoi les gens préfèrent ça? L'imaginaire, en général, c'est la romantasy qui est vraiment à la mode actuellement. C'est comme la dark romance. C'est en fait, littéralement, c'est la romance qui marche. C'est la fantasy, c'est juste un décor, et du coup, ça s'est lancé un effet de mode. Mais comme pour toutes les romances, on a eu une période où c'était Twilight, donc on avait que des romances fantastiques avec des loups-garous, des vampires, des triangles amoureux. Ensuite, on a eu la mode 50 nuances de Grey, ça a lancé les trucs un peu BDSM, romance avec des milliardaires. Il y a eu les dérivés avec les motards. Après, c'est passé sur les histoires de courses automobiles et les trucs universitaires. Et du coup, c'est vraiment... maintenant, on est passé à la dark romance. Donc, majoritairement, on a de la dark romance, et en parallèle, il y a la romantasy. Donc, au final, c'est de la romance, et on rajoute des épées, des couronnes, un peu de magie, et voilà, quoi. Et est-ce que ça veut dire, alors effectivement, je connais pas beaucoup plus que Cyril, donc là c'est vraiment des questions de béotienne. De débutants. Mais, oui, absolument. Mais est-ce que les genres que tu évoquais précédemment, admettons les romances de bikers, qui, si j'entends ce que tu dis, sont maintenant passées de mode, mais ça se vend encore parce qu'il y a encore des gens qui écrivent des romances de bikers. Comment ça se passe au niveau de la mode? Ça reste une niche. C'est en fait littéralement, il va y avoir cet effet de mode avec la romantasy. Donc ce qui se passe, c'est que la 3/4 du rayon, il va mettre en valeur les romans de ce genre. En plus, du coup, il y a des standards visuels, donc les couvertures se ressemblent tous, les titres c'est un peu tous les mêmes. Donc c'est le truc que je veux éviter à tout prix, quoi. Donc alors je retourne ma question et j'y reviens parce que je suis têtu comme toi. Mais du coup, pourquoi faire un choix anti-commercial, puisque c'est ce qui vend le plus, c'est la romantasy, et toi tu vas sur autre chose, tu veux quand même rester dans l'imaginaire et dans le genre, donc qu'est-ce qui t'attire vraiment là-dedans? Et ouais, c'était ça ma question en fait.
En fait, littéralement, c'est que l'imaginaire, c'est le genre que je préfère depuis toujours. C'est vraiment mon truc, quoi. Et ensuite, c'est pour moi un effet de mode, c'est fait destiné à passer. Et moi, je vise pas à faire une maison d'édition qui est basée sur un effet de mode, c'est-à-dire je veux pas lancer une campagne Ulule, faire un beau livre collector avec du jaspage. Donc, investir le minimum pour ensuite lancer le bouquin et partir là-dessus. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir une maison d'édition qui tient sur les années et qui s'améliore au fil du temps. Je commence petit et l'intérêt pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui tient à long terme. Les modes, ça passe. Donc je préfère avoir quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que déjà je veux pas partir sur l'idée de faire la jolie couverture avec le jaspage, l'édition collector et voilà, c'est pas mon modèle. Moi je pars plutôt sur les modèles des années 90 où les collections de livres, c'était des collections avec un design similaire en fait pour tous les livres, avec un petit détail en plus bien sûr, comme les chairs de poule, tout cela quoi. Où on achetait en fait une collection en sachant qu'on allait avoir tel ou tel genre d'écrit. Mais on n'achetait pas le livre, on achetait le livre de la collection, quoi. Donc c'est ça que tu aimerais? C'est ça, c'est vraiment comme cette idée des années 90 où on avait une bibliothèque, où on avait la collection rose, la collection bleue, les chairs de poule, et on les reconnaissait sur la bibliothèque et on savait qu'est-ce qu'on allait avoir. Quand on voulait de l'horreur, on savait qu'on allait avoir cette collection-là. Ce qui marche encore d'ailleurs en tout cas pour la jeunesse, parce que ça, enfin nous, par exemple en Suisse, chez Ozu Suisse, on a la collection des frissons suisses. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que les lecteurs repèrent le nouveau parce que tu as le titre de collection qui est travaillé d'une façon graphique, qui est jaune, qui est immédiatement repérable, et les enfants achètent le livre parce qu'ils achètent le dernier frisson. Est-ce que ça marche chez l'adulte, ça? Quand on prend l'édition généraliste avec les grosses maisons d'édition, on va avoir beaucoup dans les livres un petit peu littérature blanche, contemporain. La plupart ne basent pas leur livre sur la couverture. On prend les couvertures Gallimard, les couvertures comme ça. Souvent, ça va être des ensembles clairs avec juste le titre en rouge, ce genre de collection. On n'achète pas la couverture, on achète vraiment l'édition. Ou l'auteur. Oui. Mais avant d'en arriver là, ça va être... Il faut déjà avoir la réputation de la maison d'édition qui s'installe. Ouais. Donc après, quand on débute ce genre de projet, on vise pas déjà de rembourser ses frais, ni de générer des sous. Moi, je considère pas que je vais me générer un salaire avant plusieurs années. Et non, mais il faut quand même que ta boîte, elle tienne. Donc même sans parler de générer un salaire, il faut quand même que tu puisses avoir un bénéfice, quoi. Donc il faut tout de suite... enfin, j'imagine tu y as pensé, hein, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que tu as une ligne graphique qui est déjà... J'ai déjà réfléchi à la ligne, oui, pour la collection. Je sais à quoi vont ressembler les couvertures pour l'ensemble des livres. D'accord. Donc j'ai défini un code couleur, ce genre de détails. Mm-hmm. Donc j'ai une idée précise de quoi ressemble la collection. T'as déjà presque les manuscrits, quoi. Tu sais déjà, parce que c'est difficile de définir ce genre de détails quand tu connais pas les manuscrits. J'ai déjà le premier manuscrit. Ensuite, je sais la collection, je sais dans quel style exactement je vise. J'ai vraiment une ligne éditoriale précise, c'est-à-dire que comme je disais, c'est de l'imaginaire, mais de l'imaginaire avec des thèmes adultes. Donc ça peut être un mélange de styles, il peut avoir un côté un peu fantastique, un peu SF, mais le but déjà, ça va prioriser pas la fantaisie moyenâgeuse, mais des univers contemporains, avec des personnages plus dans la trentaine d'années, avec des thèmes importants. Ensuite, ça va être des livres, comme je disais, ils ont une esthétique globale pour faire un effet de collection. Et après, pour ce qui est, comme vous le disiez, par rapport au fait de rentabiliser, du coup, je sais à peu près combien d'exemplaires il faut que je vende pour pouvoir financer le deuxième tome. Et on peut te demander combien ? Juste pour avoir une idée, en fait, combien tu vises ? Je vise haut, parce qu'il faut toujours viser haut. Comme si on visait on tombe dans les étoiles. Donc je me dis, il faut que je fasse au maximum pour m'en rapprocher des 1000 exemplaires, mais c'est inatteignable, d'accord ? Mais Pourquoi ? Parce que suivant les statistiques, même pour une maison d'édition, une première publication, ça n'atteint pas les 1000 exemplaires. C'est surtout avec mon modèle qui est quand même basé sur quelque chose de local, pour le début en tout cas.
Ah, moi, je me souviens que mon premier roman ou ma maison d'édition, c'était une maison d'édition qui était un petit peu sur ce modèle-là, très local, avec pas de distributeur. Ils faisaient tout eux-mêmes. Et moi, mon premier roman, j'en ai vendu un peu plus de 1000. Hein. Alors, pas en 2 En mois. combien de temps? Ouais, mais pas en si longtemps. Pas en si longtemps. Mais bon, après, la différence par rapport au modèle que tu décris, c'est que j'étais active sur place. Parce que eux, leur stratégie, c'était on n'a pas de distributeur, on n'a pas de diffuseur, mais on met les auteurs à contribution. Et en fait, quand ils prenaient les auteurs, la condition, c'était tu viens faire des dédicaces localement, tu viens sur notre réseau de librairie, donc tu viens faire des salons locaux, etc. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, En fait, si les le auteurs souci, étaient près de toi. En fait, le problème, c'est que ma première autrice est pas près de moi et elle a des soucis de santé. Donc c'est pour ça que là, du coup, je parle du principe que, en tout cas, le premier livre, il y aura peu de séances de dédicaces parce que au niveau de sa santé, elle peut pas se le permettre. Bien sûr. Mais après, pour les auteurs suivants, ça dépendra de chaque auteur, en fait. Mais l'idéal, oui, c'est faire le plus possible. S'ils peuvent faire le plus possible de salons, c'est idéal. C'est pour ça que ça sera dans les questions que je poserai aussi quand je commencerai les appels à texte. C'est est-ce que vous êtes capable de vous déplacer? Jusqu'où vous pouvez vous déplacer? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir prendre des jours? Quelle est vos disponibilités? Ce genre de choses, quoi. Et puis aussi, j'imagine, leur proactivité sur les réseaux. Est-ce qu'ils ont une communauté eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont un site, etc. Ça compte aussi, je suppose. Même pour les grosses maisons d'édition, maintenant, ils regardent les nombres d'abonnés des auteurs. C'est devenu une des principales caractéristiques. Maintenant, c'est des fois, ils vont d'abord éditer un influenceur plutôt qu'un livre, en fait. Tout à fait. Bon, ce qui est pas en l'occurrence, ce qui est triste d'un point de vue littéraire. Oui. Mais à contrario, je pense que c'est une donnée qui est un petit peu incontournable quand même maintenant. Enfin. Bon, ça fait l'objet de pas mal d'épisodes de Duo de Plume, mais c'est s'il n'y a pas du tout de visibilité de l'auteur, si l'auteur n'est pas du tout impliqué, que ce soit virtuellement ou physiquement en dédicace, etc., c'est quand même plus compliqué de vendre des livres, quoi, je pense. Même avec toute la bonne volonté de l'éditrice et même si toi, tu te donnes, quoi. C'est une autrice qui est déjà très active sur les réseaux, qui a sa petite communauté. Ensuite, au niveau de sa santé, en fait, ça dépendra de sa santé, ce qu'elle peut se faire pour se déplacer. Donc, du coup, moi, j'assurerai les arrières pour pouvoir gérer les salons, etc., parce qu'elle ne pourra pas forcément beaucoup en faire. Mais ensuite, l'auteur suivant, pour le moment, n'est pas défini, même si j'ai déjà plusieurs idées en tête, et que j'en ai plusieurs qui sont OK. Donc, ça dépendra de l'auteur suivant pour le modèle suivant ce qu'ils pourront faire comme séance de dédicace, suivant leur possible mobilité. Et sur ce premier texte-là... Ouais, pardon. Vas-y. Oui. Disons que je m'adapte en fait à chaque manuscrit au final. Pour ce premier texte, qu'est-ce qui t'a séduit dans l'histoire, dans le texte? Qu'est-ce qui fait que c'est le premier et que t'as voulu absolument que ça soit ce manuscrit-là? Alors au niveau du manuscrit, en fait, déjà il est auto-édité actuellement. Et en fait, il a des bons retours, il séduit vraiment alors qu'il y avait très peu de budget au début. Et au niveau du texte en lui-même, en fait, c'est un mélange de genres. J'aime ce côté un petit peu ovni, en fait. Il y a un côté un peu fantastique, un côté un peu SF, un côté un peu aventure, avec un personnage principal qui est antipathique, des personnages adultes, un petit peu de romance. C'est quelque chose qui a un potentiel pour séduire un petit peu tout le type de personnes au final. C'est pas dans une case. C'est quelque chose qui est vraiment dans plusieurs genres différents. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est un peu des ovnis, quoi. Donc, il est... Excuse-moi. Non, vas-y. Il est actuellement... auto-édité. Oui. Auto-édité, donc disponible. Donc, d'accord, ça aussi, c'est un critère assez original parce que souvent, les maisons d'édition... elles veulent des textes originaux. Comment est-ce que tu vas faire par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as demandé à l'autrice d'enlever le texte de sa publication. Comment ça se passe? Bah là, à l'heure actuelle, la publication, ça va pas être immédiat puisque je me suis fixé 1 an, c'est-à-dire toute l'année 2026 pour rassembler les fonds et pour faire grandir les réseaux sociaux. Donc là, littéralement, je prépare le terrain. D'accord. Et je continue de définir tous les aspects, l'imprimerie, le site internet, tout ce genre de détails. Donc ensuite, quand on arrivera à la partie travail éditorial, là par contre, elle commencera à enlever le roman des sites. Mais ensuite, c'est une duologie et elle a que le premier tome de publier. Donc du coup, le deuxième tome sera inédit. Et il sera chez toi, du coup. Et il sera chez moi, du coup. Donc tu prévois de sortir les deux en un seul tome?
Ou non, tu sors d'abord le premier et par la suite le deuxième? Je veux faire un exemplaire unique pour les 2 tomes, en fait. Ah oui, d'accord. Je la- Oui, alors c'est ce qui me paraît plus logique parce que sinon c'est sortir C'est juste moins le premier. intéressant parce que du Je coup pense. ça bloque sur un auteur et ça permet pas de diversifier un peu les auteurs. Donc là, du coup, ça serait sortir un exemplaire qui rassemble les 2 premiers tomes. En retravaillant totalement le premier tome qui est en auto-édité, qui est écrit il y a plusieurs années, donc il y a pas mal de défauts, et en travaillant directement sur le tome 2 qu'elle va terminer. Elle l'a pas terminé encore. Du coup, moi, pendant que je rassemble les fonds, que je travaille à tout mon projet, elle a terminé son tome 2. Et je peux commencer le travail éditorial sur le tome 1 dès que je suis disponible. Waouh. Bah, Gros boulot. Hein. oui, on en reste sans voix. Non, mais Oui, c'est génial. T'es génial. T'es génial et en même temps, aussi, quel courage, quoi. Après, j'ai conscience tout à fait que je pars avec aucune base de formation éditoriale et que forcément, je vais faire des erreurs et des choses que je connais pas particulièrement. C'est pour ça que je m'entoure en fait de freelances qui ont des compétences que j'ai pas aussi. C'est-à-dire que je suis pas partie sur un modèle que je vais faire tout moi-même, ça m'intéresse pas. Je veux dire que combien de temps je vais passer à me former sur la mise en page, les maquettes, etc. alors que j'ai pas déjà beaucoup de temps. Donc, Bien sûr. J'ai une graphiste qui va s'occuper aussi de mettre en forme les livres. Je vais avoir un illustrateur, je vais avoir une correctrice, je vais prendre une autre bêta lectrice en plus parce que je trouve que 2 avis valent mieux qu'un pour un roman. Donc j'évoquais Betty Nikou. Betty Nikou est d'accord pour bosser avec moi pour travailler sur les romans. Mhm. Donc en fait, ce que les manques de compétences et de connaissances que j'ai, outre faire des recherches de mon côté pendant 1 an, j'ai 1 an pour préparer le terrain, pour tout travailler en amont. J'ai aussi l'équipe à rassembler, les Avengers en quelque sorte, où je me fais une équipe de gens qui ont les compétences que j'ai pas, tout simplement. Tout simplement. Oui, c'est ça. Alors nous qui parlons beaucoup d'habitude, c'est vrai qu'on est un peu scotché. Tu nous scotches assez là pour ce début d'année 2026. Bravo. Ça donne envie de voir des gens comme ça qui ont cet esprit d'entrepreneuriat. Et puis ce projet-là est intéressant. Ah oui, Après, et puis ça donne vraiment envie de te suivre et puis de voir comment ça va se passer et que faudra que tu reviennes nous raconter dans un épisode ultérieur, dans 1 an ou 1 an et demi, où est-ce que t'en es. C'est hyper intéressant. Puis en fait, j'ai conscience que je pars totalement en aveugle sans avoir les bagages suffisants pour me lancer. J'ai pas fait d'études et les études d'édition sont pas pour rien. Il y a beaucoup d'aspects à connaître. Donc en fait, je pars sur un modèle risque minimum, c'est-à-dire je prends pas de crédit. Je rassemble les fonds avant pendant 1 an. Je fais pas de campagne Ulule, ça me permet de pas dépendre des autres. Et du coup, en fait, littéralement, je mets les fonds de départ et je compte pas les rembourser. C'est-à-dire dans mon plan global, je compte pas le remboursement de mes frais de départ. Je les considère comme perdu, en fait, mon engagement de départ. Là, j'ai prévu de mettre minimum 5 000 € de côté pour lancer le premier livre et la création de l'entreprise. Même si j'espère monter au moins à 7 000. Je compte pas dans le nombre de livres que je dois vendre, je compte pas le remboursement de ces 7 000, je les considère comme perdu. La seule chose que je compte, c'est le prix du 2e livre à financer, en fait, tout simplement. Et tu vas pas demander des subventions? Parce qu'il y a alors, pas de campagne Ulule, c'est une chose, mais il y a des subventions qui existent que tu pourrais demander. Je me suis déjà renseignée un peu sur les subventions et je compte prendre rendez-vous bientôt pour un projet du temps libre, parce que je travaille en caisse à côté, donc c'est un peu compliqué. Mais au niveau des subventions, je sais des choses, par exemple, qu'il faut attendre d'avoir plusieurs livres de publiés, pour certaines. Mais il y en a quelques-unes qui pourront être utiles. Je veux juste éviter de prendre de crédit ou d'engagement, c'est-à-dire même pour les frais d'imprimeur, je paye cash pour ne pas avoir de frais, en fait, de crédit après dans l'imprimeur. C'est vraiment partir sur un modèle qui me permet de, même si je me foire au début, que je vends pas autant d'exemplaires que possible, je fais quelques bêta lectures, je rassemble les fonds supplémentaires et je finance le 2e tome en mettant au bout, en fait, tout simplement. Parce que là, sur le tirage initial, parce que tu parlais de 1000 exemplaires tout à l'heure, mais tu vas pas tirer 1000 exemplaires en tirage initial, rassure-moi. Non, en fait, je pars sur un modèle où j'imprime 200 exemplaires. D'accord. Puisque j'ai les stocks chez moi, j'ai pas de diffuseur, donc il faut la place. Ouais. Et du coup, je fais à côté le POD Amazon, où du coup, ils sont disponibles sur Amazon. Ah oui. Donc, les 200 exemplaires, j'essaie de les placer au maximum en librairie, de vendre sur le site web et en salon, envoyer en quelques SP. Et suivant le succès, j'en réimprime 200, et ainsi de suite.
Du coup, je fais sur un modèle en fait qui est basé sur j'essaye de pas dépenser trop. Je base en fait sur les statistiques suivant les ventes. Ça me permet de pas avoir de pertes et de me retrouver en fait en galère en fait, tout simplement. Ouais, tu m'étonnes. C'est sûr que ça chiffre vite, hein. Tout est cher. Et t'as un réseau de blogueurs, de journalistes, pour justement, tu parlais des SP. Littéralement, là, j'ai créé le réseau social de l'AME et je suis en train, en fait, dès que j'ai un peu de temps libre, de chercher en fait tous les influenceurs dans le domaine et de prendre contact, en tout cas de commencer à m'abonner à eux, de les suivre et de me faire en fait une liste en fait d'influenceurs intéressants dans le domaine. De la même manière que dans la préparation du projet, je vais lister toutes les librairies, les grandes surfaces, et tous les commerces possibles pour la distribution en fait de mes ouvrages dans mon coin en fait, tout simplement sur 100 km minimum. Toi, tu es où? Tu es en Bretagne, hein, c'est ça? C'est ça, je suis à Guingamp. Ouais, d'accord. Il y en a marre. Il y en a marre de ton histoire. Il y en a un, il est fâché là. Non, il est admiratif. C'était un miaou admiratif. Moi, j'ai eu l'impression. On a du mal à traduire les miaou, c'est vrai. Super, Mais gros après, projet du coup. Ouais. C'est un projet que je lance en tant que débutante, donc je sais qu'il y a des choses qui vont s'ajuster en fonction de l'expérience au final. C'est la même chose que quand j'ai lancé mon entreprise en fait en accompagnement éditorial, c'est qu'au début j'ai lancé en total débutant, j'ai fait on y va. Et après quand j'ai commencé à avoir des soucis avec des clients pervers ou des textes IA, j'ai rajouté des conditions sur mon site web et j'ai affiné le truc. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait en autodidacte, c'est que je lance le projet en ayant toutes les infos que j'ai et tout ce que j'ai actuellement que je peux rechercher moi-même. Et ensuite avec l'expérience, du coup je vais me ramasser sur des choses, j'ai des choses qui vont échouer, j'ai des choses qui vont pas se passer correctement et je vais affiner petit à petit le modèle au final tout simplement. Au niveau des statuts, tu vas lancer ça comme une SARL ou comme ça va être quoi le truc? SAS. Ok. Je vais impliquer mon mari dedans parce que j'ai pensé tout simplement au fait que moi je travaille dans le commerce, donc je suis peu disponible les week-ends pour les salons, mais que mon mari lui travaille en bureau. Donc en le mettant directeur de la SAS, ça lui permet de ne pas faire de travail dissimulé. Et du coup lui il peut m'aider pour les salons et travailler aussi en parallèle avec moi comme ça. Ok. Et puis tu as prévu, comme tu t'entoures on va dire des spécialistes des domaines que tu connais pas encore, tu as prévu des rémunérations, comment ça se passe avec eux? Ou c'est au départ Je les rémunère en tant que prestataire tout simplement. Ouais, c'est ça, ok. Au même prix en fait, je demande pas d'arrangement ou quoi que ce soit, au même prix que si j'étais une cliente lambda ou une autrice ou autre. C'est que je les rémunère en tant que prestataire. Ça permet de pas avoir de soucis, que le tout soit bien défini, bien cadré, et voilà. Ouais, puis comme ça tu peux budgéter déjà un lancement par avance quasiment quoi. C'est ça, parce que je connais déjà leurs tarifs, sont disponibles sur leur site web, c'est des personnes que je connais à côté, donc j'ai déjà payé le logo, j'ai déjà déposé le nom auprès de l'INPI. Donc là, la prochaine étape, c'est vraiment de rassembler les fonds, parce que je peux pas créer la boîte tout de suite, dans la mesure où, par exemple, au niveau des impôts, si on va payer, par exemple, la taxe foncière des entreprises au bout de la 2e année, où il y a la comptabilité, il y a le comptable qui est obligatoire dans une SAS, donc il n'y a pas d'intérêt à lancer l'entreprise trop tôt pour devoir payer le comptable ou les frais que je pourrais avoir de l'attente pour quoi. Dans la mesure en plus où la première année c'est le travail éditorial, on touche pas tout de suite de fonds en fait, c'est l'année d'après quand on va commencer les ventes. C'est rigolo parce que t'arrêtes pas d'en parler comme j'y connais rien, je me lance en tant que débutante et j'ai zéro connaissance et on verra bien. Et en fait, t'as quand même pas mal renseigné, quoi. Donc, heureusement, je dirais. Oui. Mais... Non, mais enfin, tu vois, je pense que tu peux te baser sur ton expérience aussi de la micro-entreprise de bêta lectrice et puis des contacts que t'as. Donc, tu pars pas de zéro à proprement parler, tu triches un petit peu. Disons que j'ai pas un modèle classique, je fais non, ça, vraiment... c'est sûr. Alors ça, c'est certain. Je suis quelqu'un en fait qui est très idéaliste et qui en fait littéralement cette idée d'édition c'est aussi de faire quelque chose de différent que ce qu'il fait actuellement parce que j'aime pas le modèle éditorial actuel en fait. En tant que lectrice j'aime pas rentrer dans les librairies voir tous les mêmes livres qui se ressemblent, on reconnaît même plus si on l'a lu ou pas parce que les couvertures c'est les mêmes, les titres c'est les mêmes. J'aime pas que les livres soient basés sur l'esthétique et qu'au final on s'en fiche du fond, que même des éditions qui coûtent 30 € par des grosses maisons d'édition soient remplies de coquilles, de problèmes de style, que ça soit pas forcément bien écrit, bien corrigé, bien traduit.
Du coup, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de cette mode des livres où, au final, c'est que du smut, où c'est que l'intérêt d'avoir des book boyfriends et d'avoir ce genre de choses. Au final, c'est la course un peu au truc choquant et pas de fond intéressant, pas de thème intéressant à suivre, pas de message. Moi, j'ai l'habitude de lire des textes à message, d'avoir des morales, des choses à apprendre. J'aime apprendre quand je lis. C'est pour ça que, du coup, le côté fantasy, mais il n'y a pas d'univers de fantasy développé, ça m'agace. Genre, si on écrit de la fantaisie moyenâgeuse, pourquoi on n'a pas de termes en rapport avec le Moyen-Âge? Pourquoi on n'a pas de recherche historique de fait? Et donc toi, tu penses pouvoir te démarquer par rapport à ce marché-là, mais en même temps, ça t'isolerait un petit peu, parce que s'ils font ça, c'est des entreprises commerciales, quoi. Si ça a dérivé vers ce genre de pratique, c'est aussi parce que c'est ça qui vend, je pense. C'est ça, mais c'est vrai que moi, du coup, comme je vise pas l'effet de mode, je me dis, je vise peut-être pas beaucoup de ventes, mais petit à petit, la collection va s'agrandir et je vais me faire une réputation auprès des libraires ou des clients qui vont aimer ce genre et qui vont aimer continuer à suivre la collection au final. Comme j'ai vraiment une vue d'ensemble et pas genre, je vends un livre que j'ai acheté à un écrivain américain qui marchait bien sur le BookTok américain en me disant, bah du coup, ça, les gens, ils l'attendent en France. Et du coup, je vise pas les effets de mode, je vise pas les noms des auteurs, acheter des auteurs parce que les auteurs-là sont populaires aux États-Unis. Déjà, je vise pas d'achat, je veux que des auteurs français. Mais je pense que la stratégie, en tout cas, ce qui est très chouette dans ta stratégie et qui, à mon avis, va marcher, c'est ce côté proximité, authenticité, et puis d'aller toi-même démarcher les libraires, les surfaces de vente de manière locale. À la fois, c'est un énorme travail, mais je pense que tu vas fidéliser aussi comme ça tes partenaires. Parce que, comme tu dis, c'est pas un livre qui ressemble à 25 autres 1000 livres et qui est un peu utilisé comme produit un peu jetable, similaire aux autres, avec un joli emballage et puis qu'on oublie aussitôt lu. Tu as quelque chose dans la démarche. Dans la démarche, c'est ambitieux, quoi. Disons qu'en fait, déjà, dans ma ligne éditoriale, c'est que je vise pas seulement les auteurs niches, les lecteurs niches de fantasy, SSF, etc. Je vise aussi les lecteurs qui lisent des romans contemporains, des livres un peu plus haut de gamme, quoi, qui vont aimer les prix Goncourt. Parce que je vais inviter sur des textes qui ont du sens, des messages. Et puis une qualité littéraire aussi. C'est ça. Donc après, même si le livre lui-même, j'ai beaucoup de retravail à faire éditorial dessus, je sais que je choisis aussi un auteur, pas seulement comme quelqu'un qui va écrire un livre qui m'intéresse à ce moment-là, mais comme un auteur aussi comme une personnalité qui a un style d'écriture, qui a des idées en commun avec moi, qui a une vision en commun avec moi. C'est aussi, je pars du principe que si je vise des auteurs, c'est des auteurs qui vont travailler des années avec moi, qui vont peut-être sortir plusieurs ouvrages, donc il faut une entente générale et une capacité de travail avec moi, c'est-à-dire que c'est des auteurs avec qui j'ai travaillé en bêta lecture. Je sais qu'on arrive bien à travailler ensemble, qu'on arrive bien à s'accorder, qu'on se comprend, qu'on arrive à, je sais pas, l'ego à gérer, on va dire. Je veux pas avoir des auteurs stars qui écrivent le livre à la mode en dernier livre à la mode en romantaisie et qui ont leur ego et qui veulent accepter aucune critique, aucune modification, qui ont leur idée fixe. Je veux mon jaspage, ma couverture, machin, et voilà quoi. Bon, t'auras toujours de l'ego à gérer quand même, mais je vois ce que tu veux dire dans le terme d'ego, mais après, tous les auteurs ont un ego, je crois. Oui, bah ça fait partie... C'est la taille de l'ego le problème, oui, parce qu'il y en a nécessairement, mais effectivement, c'est aussi quelque chose de chouette et qui peut être extrêmement attrayant pour les auteurs qui... en tout cas, moi, mon âme d'auteur, quand je t'écoute, je me dis c'est vraiment ce partenariat que tu proposes avec une vraie complicité et puis une trajectoire dont on aimerait qu'elle dure sur plusieurs romans, je crois que c'est ce que tous les auteurs recherchent, enfin ce que beaucoup d'auteurs recherchent, une complicité avec l'éditeur, quoi. Ça dépend en fait du public parce que, genre, comme je disais, je ne vais pas proposer des beaux livres et exemplaires collector avec jaspage et c'est beaucoup d'auteurs ce qu'ils veulent à l'heure actuelle. C'est que je le vise vraiment comme une démarche de collection, donc c'est un peu uniformisé, quoi. C'est pas genre j'ai la couverture de mes rêves avec un truc hyper visuel, hyper esthétique pour aller bien dans la bibliothèque.
comme du coup c'est pas individualisé sur les couvertures. Il va y avoir bien sûr des illustrations propres à chaque livre, mais ça sera un ensemble assez neutre. Et ça va pas plaire à un certain public d'auteurs au final. Oui, mais je pense que la vision est peut-être biaisée à ce point de vue parce qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, effectivement, ces jaspages, toutes les dorures, les machins, etc. Mais je sais pas s'il y a une majorité de lecteurs qui sont vraiment intéressés par cela. Oui, il y en a, et ceux-là, tu les toucheras pas, mais on peut jamais toucher tout le monde. Et après, nécessairement, tout ce côté esthétique, il est mis en valeur par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, par définition, ils travaillent sur l'image et sur l'aspect. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est si fondamental pour la plupart des lecteurs? Je suis pas sûre. Oui et non, c'est qu'en fait, oui, comme tu l'as dit, notre avis il est biaisé parce qu'on est sur BookTok, donc on voit que ça. Oui. Mais oui, littéralement, quand on va en librairie, à part quelques vraiment librairies qui sont sorties, comme quelques maisons d'édition sous l'effet de mode spécial romantaisie, au final, les librairies généralistes ont un petit rayon romantaisie, fantasy, et généralement c'est mélangé avec la SF, avec tout ça. Et globalement, c'est pas ce genre de livre qui est le plus populaire au final. Parce que de toute façon, tu choisis ton lectorat. Tu vas cibler sur un lectorat qui n'est pas le lectorat qui veut du jaspage et du vernis sélectif et des vampires amoureux de loup-garou. Voilà, c'est posé. C'est posé. C'est daté. Oui, mais je sais pas maintenant quel est les c'est la dark romance. Les faits. Non, pas les faits. Les faits en romantaisie, mais peu importe. Ouais, peu importe. Disons que c'est une idée pour pérenniser, c'est-à-dire que c'est vraiment une maison d'édition qui va rester avec sa ligne éditoriale et qui va pas dépendre des modes. C'est pas une maison d'édition qui est créée parce que la romantaisie est à la mode, on fait une campagne Ulule, on sort un beau livre jaspage qui est payé par la campagne Ulule et ainsi de suite, quoi. Et c'est le modèle actuel qu'on voit sur les réseaux, c'est ça en fait, et c'est pas ce que je vise. Tu veux dire que tu vois beaucoup de micro-maisons d'édition qui se créent comme ça sur des campagnes pour deux bouquins et après. Ouais. C'est ça. Il y a les grosses maisons d'édition qui ont créé leur propre maison grâce à la mode de la romantaisie. Ils ont créé de nouvelles structures avec déjà leur bagage d'édition pour surfer sur la mode de romantaisie où ils publient uniquement de la romantaisie. Et du coup, ils sortent que des reliés collector et des trucs avec des campagnes Ulule. Et puis après, t'as plein de gens qui se sont dit, je vais créer ma maison d'édition et je vois plein de campagnes, genre des campagnes Ulule à 500 €. Je me demande déjà ce qui va être finance avec 500 €. Pour un livre, ça m'inquiète un peu. Effectivement. Oui, clairement, oui. Ouais. Et je vois beaucoup de ce modèle de plein de gens qui créent leur maison d'édition et des fois, il y a des publications sur les réseaux, puis après, ça s'arrête, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et ouais, c'est une mode aussi. Beaucoup se sont lancés dans la littérature récemment, c'est-à-dire ils ont commencé à lire avec l'essor du BookTok, d'Instagram, ils ont commencé à rentrer dans la romantaisie, et du coup ça a fait naître des vocations. Et puis après, soit ils vont suivre l'effet de mode, bien sûr, et puis des fois ils vont se rendre compte, ils vont se confronter aux difficultés et ils vont abandonner le projet, quoi. C'est pour ça que je me méfie beaucoup des effets de mode, en fait. C'est que les modes, ça passe. Là, c'est la romantaisie, un jour, ça sera autre chose. Si on se fie qu'aux modes, ça peut pas avancer dans le temps, quoi. Oui, puis toi, ton objectif, de toute façon, n'est pas du tout cela. Clairement, on est dans un objectif littéraire. Donc, on a toutes les chances que... en tout cas, ton projet, c'est que ça dure dans le temps. Maintenant, il faut voir par rapport à la réalité du marché qui est difficile. Et voilà, on te souhaite tout le meilleur, en tout cas. Ça, c'est certain. Et on va suivre. Après, je me fais pas trop de soucis. Moi, mon objectif, c'est juste de financer le deuxième roman. Donc, littéralement, je vais juste me bagarrer jusqu'à qu'il y ait suffisamment d'exemplaires vendus pour que le deuxième roman, ça soit financé, tout simplement. Et il n'y a pas forcément de délai. C'est que dès que j'ai les fonds, je lance la recherche de nouveaux auteurs et puis voilà. Je sais qu'il faut une présence en librairie sur le temps et que c'est vrai que c'est mieux quand on a des sorties régulières. Mais reste que ce modèle-là n'est pas accessible quand on n'a pas un crédit énorme avec déjà plusieurs livres de financés à l'avance. Oui, mais après, si tu fais vivre ton titre... Bon, alors, un titre, c'est sûr que c'est pas énorme, mais après, si tu le fais vivre et que... Bon, ça va demander beaucoup d'énergie, quoi. C'est ça, c'est être capable de se déplacer partout, de faire les dossiers pour les libraires, de prendre en charge la TVA, les parts libraires et tous les aspects techniques et gestion à faire, quoi.
Parce qu'après, il faut suivre sur le fichier. Est-ce que le libraire, il a vendu les exemplaires qu'on lui a placés en dépôt? Est-ce qu'il faut... Ouais, et c'est du temps. Et c'est du vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça par que tous les postes, quoi. Ouais. C'est pour ça que commencer en local, c'est plus facile à gérer, quoi. Parce que dans un monde idéal, je sais pas, dans quelques années, je pourrais peut-être laisser l'emploi alimentaire et du coup faire ça à plein temps. Mais là, du coup, je pourrais plus aller augmenter l'espace géographique, on va dire. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et cette maison d'édition, alors pour un petit peu conclure, de manière un petit peu pratique, donc comment s'appelle cette maison d'édition? Est-ce que tu peux le dire ou est-ce que c'est encore secret? Non, j'ai déjà le réseau sur Instagram, c'est les éditions Porte-Ombre. C'est les éditions Porte-Ombre. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, enfin, t'as publié un post sur les réseaux il n'y a pas longtemps à propos du nom de la maison d'édition, mais tu peux nous dire en quelques mots pourquoi le choix de ce nom? C'est un hommage à Pierre Bottero. Je pouvais pas prendre le nom Pacte des Marchands parce que forcément, c'est d'un point de vue légal, c'est pas possible. Et du coup, je voulais une référence au Marchombre, qui est vraiment un texte que j'adore et ça sera celui que j'emmènerai sur une île déserte. Et ensuite, c'était aussi cette idée la part d'ombre au final, parce que c'est ce qui m'importe aussi dans les textes, c'est qu'il y a un message derrière, il y a quelque chose à dire pour l'auteur, quoi. Alors, Cyril est en train de googler le nom, mais je crois que c'est Porte-Ombre en un seul mot, hein, si je me trompe pas. Portombre-S ou pas S? Pas S. Pas S. Du coup, sur Instagram, il y a le compte des réseaux qui est là. D'accord, donc on peut déjà, alors on mettra tous les liens en commentaire dans l'épisode, donc on peut déjà commencer à te suivre. Il y a un site internet ou pas encore? Pas encore, j'attends un petit peu d'être plus avancée dans le projet pour ça, parce qu'à l'heure actuelle, pas intérêt à payer un hébergeur pour juste dire les éditions sont en construction. Ça c'est certain. Mais on va suivre ça et puis on actualisera, tu nous tiendras au courant quand le site sera en ligne, on actualisera aussi les notes de l'épisode et puis on va vraiment suivre avec un sincère intérêt et avec déjà tous nos vœux de réussite parce que c'est un beau projet et t'es une chouette personne. Merci. Mais je trouve que c'est vrai que t'as un idéalisme et en même temps un élan et un courage qu'il faut saluer. Enfin moi je trouve ça me touche et j'espère vraiment que ça va se concrétiser de la manière que tu souhaites parce que tu mérites, quoi. Après, on va compter sur la chance du débutant, c'est que quand on sait pas que c'est impossible, on le fait, quoi. Ceux qui ont réussi ont fait ça, oui, absolument. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que de toute façon, après, si on commence à réfléchir, on a toujours plein d'arguments pour pas y aller, donc faut essayer. J'ai une personnalité de bélier, c'est-à-dire que je fais le truc et puis après j'ajuste la trajectoire en fonction. Bon, comme on a compris que ce qui va financer cette maison, c'est aussi tes activités actuelles de bêta lectrice, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux par rapport à ces activités? Rappelle-nous ton site internet et puis le compte TikTok probablement. Laragoste, sur le site internet, c'est juste laragoste.fr et puis sous le pseudo de Laragoste, on peut me trouver sur TikTok et un peu sur Instagram aussi. Donc Laragoste, L-A-R-A-G-H-2-O-S-T. Voilà, les deux os sont assez drôles, c'est que c'est une erreur. Oui, mais c'est vrai qu'en début d'épisode, on l'a mal prononcé, mais voilà, c'est une erreur de qui? De ma belle-mère qui m'aidait avec l'administratif quand elle m'a aidé à déclarer le nom de l'entreprise, elle a rajouté un O. D'accord, oui, mais alors, écoute, alors il y a une explication, je me suis toujours posé cette question, pourquoi du coup, la ragouste, ça me fait penser à un mangouste. Oui, moi aussi. Mais comme ça, c'est plus original et on s'en souvient. Oui, Laragoste, il y a un côté néerlandais aussi, donc c'est rigolo. Il y a après, Lara Croft aussi. C'était l'idée de base. J'étais une fan de tout ce qui était Lara Croft et tout, donc. Okay. Et Ghost, disons que c'est un pseudo que j'utilise depuis toujours sur les réseaux, dans un peu sous plein de déclinaisons, et que j'ai un peu un côté un peu ghostwriting au final, donc. Parce que des fois, sur certaines prestations, je me retrouve à beaucoup aider pour la réécriture.
Ouais, je Oui, pense. et puis bon, c'est dans le prolongement de ce choix d'éditrice finalement, parce que l'éditeur, il est un petit peu, il est derrière, il est dans l'ombre, mais C'est ça, exactement. il bosse beaucoup et tu nous en as fait la preuve dans les détails que tu nous as donnés, dont on te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Un grand merci, effectivement. On va conclure là-dessus, peut-être. On va conclure là-dessus, je pense. On mettra tous les détails dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à suivre Lara sur les réseaux, justement. Allez voir ce qu'elle fait, allez voir les contenus éducatifs qu'elle poste sur TikTok. Il va falloir que j'ouvre un compte TikTok, ça m'emmerde, mais je vais aller voir quand même. Sinon, je te ferai des captures Je d'écran. regarderai sur celui de Kat. Et puis le meilleur pour ce que tu crées et l'énergie que tu y mets. Bravo. Et je pense qu'on a besoin de gens un peu comme toi qui provoquent les choses. Donc on te souhaite effectivement le meilleur et que ça marche bien. Puis on reviendra te voir dans un petit moment, pouvoir retourner. Oui. Pas de souci. De toute façon, à voir un peu sur les réseaux de temps en temps passer et ça va monter petit à petit. Après, j'y vais sur un projet à long terme, donc j'y vais pas en mode sprint, j'y vais en mode marathon. Donc, c'est je pense, exactement la bonne mentalité pour ce type de projet. Donc, eh bien, on espère que vous avez aimé cet épisode, que vous avez... enfin, comment ne pas l'aimer ce parcours est à la fois très inspirant, je trouve, et très intéressant. Donc, si vous avez des questions à poser à Lara ou à nous à propos du contenu de l'épisode ou quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un message privé, vous pouvez nous écrire en commentaire sur les réseaux sociaux, sur notre site duodeplume.com. Et on vous... Dis à dans 15 jours. Oui, c'est ça. J'ai eu une espèce de... J'y étais et puis je me suis arrêtée. À dans 15 jours pour les auditeurs de Duo de Plume. Merci Lara, à bientôt. Merci. Lara. À bientôt. Au revoir Cyril. À bientôt.